Hey, bienvenue. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par... Peter Jackson. Non. Les jeunes, c'est pas vrai que c'est pas bon pour toi. C'est que dis c'est pas ça. important. Fumer, ça te rend cool. La raison pourquoi ils disent que c'est pas cool, c'est que les scientifiques se vengent des gens cool. Tout ça, c'est une manigance. Alors fume, et si t'es capable, mange du tabac au moment où tu peux pas fumer. Ben, tu peux pas dire ça, là, mais... On peut tout dire dans la vie. Ben oui, mais non. Je cautionne pas ça. Phil, il cautionne pas. Est-ce que Phil est cool? Ben, j'espère que oui, parce que moi, j'allais dire que l'épisode d'aujourd'hui est commandité par la Maison Saint-Laurent. Qui s'apprête à nous envoyer une cargaison de vestons. Ou Peter Jackson a formé des cigarettes. Non, ben non. Je vais donner à Nico. Ça va le rendre cool. Non, mais c'est ça. Mais non, fait que c'est ça. Mais ça tournait-tu, là? Non, ça tourne. Ah, ça tourne. Mais non, mais l'épisode d'aujourd'hui est commandité par la Maison Saint-Laurent. Saint-Laurent, Rive-Gauche, d'ailleurs. Génial. Mais sinon, on peut avoir la Maison Saint-Laurent, juste le 5 Avenue Marceau. Ça satisfait, ça. Ouais, je serais très content que la Maison Saint-Laurent nous commandite et nous envoie des vestons. La Saharienne, je pense que ça serait très approprié pour moi l'été. Donc, voilà. Génial. Merci, Yves Saint-Laurent. Merci les cigarettes. Non. Ben non. Cette industrie qui est basée au départ sur l'esclavagisme. Tu sais, c'est une belle industrie. Ben oui, puis après ça, sur cacher le cancer. Oui! Fait que comme c'est vraiment... Vendre des cigarettes dans les pays d'Asie qui n'y a pas vraiment de loi, fait que les enfants fument, puis c'est pas grave. C'est ça. Fait que c'est une super belle industrie. C'est vraiment le fun. Ouais. D'où mon concept de « Hey, pourquoi on se fait pas commanditer par une grande maison de haute couture? » Et moi, ce que j'avance, c'est ben, il n'y a aucune rigueur intellectuelle et aucune morale chez les cigarettiers. Fait que ils peuvent bien donner un chèque. Ben, je vais pas l'accepter. Fait que comme... Ben oui, signez le chèque à Thomas Levac. C'est ça. Parce qu'il veut pas votre argent sale. Non, moi je veux... Et moi puis Nico s'en fout. Non, c'est ça. Ben... Ah, Nico, j'ai embarqué Nico avec nous autres. Nico, toi, t'aimes ça, l'argent des cigarettiers? Absolument. That's it. Je suis en train de regretter mes choix, là, en ce moment. Mais, mais ouais... Je voulais faire un épisode, vu que ça s'adresse aux jeunes, de LOL. Ah ouais, OK. Fait Fait que tu commences en disant fumer. Ouais. T'atterres complètement le fait que je vous dis il y a des vêtements de haute qualité. OK. J'aimerais ça t'entendre, moi un peu parler, des débuts en humour, parce que les podcasts, c'est beaucoup des gens qui veulent juste commencer à faire de l'humour. Ils se disent, écouter les podcasts pour comprendre comment ça marche. C'est vrai. Alors, consacrons un épisode sur nos débuts en humour. Ah, OK. Mais j'essaie de créer de l'entrain. Comment t'as commencé à faire de l'humour, Phil? Quand est-ce que tu t'es dit, hey, moi je peux faire ça dans la vie? Jamais. Même encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Non, c'est très vrai. Je t'en doute pas. Mais, OK, faire une histoire courte. C'est un podcast, fais ça long. Je fais le conservatoire avec plus ou moins d'insuccès et de ratage. En fait, c'est ça. Moi, c'était pas mi-figue, mi-raisin. C'était juste comme... En fait, non. Je vais te décrire le conservatoire de la meilleure façon. C'était un rêve, le conservatoire. Et ça s'est pas passé comme... Mon rêve, en fait, du conservatoire, c'est... récemment, j'ai goûté au glaçage de rêve du Tim Hortons. Shortcake aux fraises, glaçage de rêve. Oui. C'était exactement le même résultat, puis le rêve venait...
a eu la même saveur. Le mot rêve est très mal utilisé dans les deux cas et l'amertume est la même. Donc, Je comprends. c'est à peu près... Et dans les deux cas, tu as eu mal au ventre. Ouais, exactement. Beaucoup. Mais j'ai développé beaucoup de phobies, beaucoup d'anxiété là-bas. Beaucoup de problèmes de la vie d'adulte, aujourd'hui, de mon dysfonctionnement. Viennent d'une école d'art. Ils viennent pas de là, mais mettons... Ils sont partis. Non, mais ils ont comme explosé là. Tu sais, c'est sûr qu'il est en dormance ou... Un truc qui m'a toujours fasciné des écoles de théâtre. C'est pour ça que moi, je me dis, Hitler aurait sûrement bien vécu une école d'art, tu sais. C'est un gars aussi passif que moi, a été brisé. Comme imagine un gars légèrement plus agressif et comme... Ouais, c'est drôle. C'est génial que tu dises ça parce que Éric Emmanuel Schmitt a déjà écrit un livre là-dessus. Ouais, La part de l'autre. Il déconne, là, mais imagine si Hitler avait été accepté à l'école des beaux-arts de Vienne. Ouais. Peut-être qu'il n'aurait jamais été Hitler. Toi, tu dis que c'est l'inverse. Qu'il y aurait encore bien plus de gens parce que l'école l'aurait rendu fou. Mais je pense qu'il aurait peut-être été un artiste comme ultra d'avant-garde agressif. Genre les actionnistes viennois là, qui s'accrochaient puis qui se pelaient devant du monde. Puis je sais pas trop ça servait à Mais quoi. c'est moins pire que le nazisme. Jusqu'à présent, oui. Jusqu'à preuve du contraire. Entre les deux. Ouais. Entre l'extinction d'un génocide et d'une guerre qui a fait des dizaines de millions de morts. Des dizaines de millions de morts et une performance artistique dans un bas-fond viennois. Je pense que je prends la performance artistique confidentielle. Mais tout ça pour dire que ce qui se passe, c'est qu'au conservatoire, je commence à faire des pièces de théâtre tout court. Comme je suis dernière minute, je fais des monologues inspirés de Love Story. Dans le fond, l'idée, c'est que je fais un gars qui lit une lettre d'amour à sa blonde dans le loft. Ça marche. C'est la première fois que j'entends le rire sur scène écrit par moi. Parce que j'avais joué dans... En fait, il y a un moment très révélateur au conservatoire. On fait une pièce de Feydeau. Georges Feydeau, là, qui est un de mes auteurs préférés. Si vous aimez l'humour, je pense que c'est un auteur très important. Mettons, la racine du théâtre d'été, des pièces de claquement de porte de Ciel Montmarie, c'est pas mal lui qui a comme forgé ça. Super. C'est vraiment un auteur très important. Il y a Courteline aussi, mais Feydeau, c'est vraiment la tête de... Il est un peu dans la... Peut-être Guitry, si ça dit de quoi aux gens, mais c'est un avant Guitry. Fin 19e, l'époque des grands théâtres de boulevard parisiens et tout, là, comme on imagine, Paris. Le théâtre populaire. Là. Ouais, mais l'idée des gens qui allaient au théâtre en tuxedo puis un peu de la haute société parisienne, c'était un peu cette époque-là. C'était pas un théâtre comme Molière, très... mais là, je sais que c'est pas du tout la même époque, mais c'est pas un théâtre... C'est un théâtre... Ouais, c'est ça, c'est un théâtre de boulevard. Donc, oui, il y a un côté populaire, mais c'est pas non plus un théâtre genre sur des tréteaux, là. C'est dans ce sens-là, je dis ça. Donc, Feydeau... Ce qui est exceptionnel, c'est que je pense 120, 130 ans plus tard, à peu près, je connais pas les dates de ces parutions, mais je sais que c'est fin 19e. C'est encore excessivement drôle parce que c'est d'une précision, là. Il y a Beaumarchais qui est comme lui, puis il y a Feydeau pour moi. Même Guitry est une classe en dessous. Quand tu dis précis, est-ce que tu veux dire, mettons, précis dans le comportement humain? Ah oui, premièrement, il exploite parfaitement les failles. Il va toujours prendre... Avant l'indignation, il va toujours utiliser le comique. Il est parfaitement d'adéquation avec Beaumarchais qui dit « Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer » parce qu'il va tourner chaque situation en drôle, avec des quiproquos, avec des procédés, en fait. Et c'est... Je sais pas comment dire, mais c'est écouter une pièce bien montée de Feydeau. Il y a une rythmique, là, tu peux mettre un métronome, puis les punchs vont arriver quasiment tac, 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 tac. C'est vraiment... mathématique, là. Ouais. En fait, tu peux presque pas te tromper avec Guitry. Ouais. Limite, là, si t'es vraiment en poche, tu mets un métronome puis tu fais non, il n'y a pas assez. Tu sais, c'est pas ça le beat. Je comprends. Puis, une fois, on fait ce spectacle-là au conservatoire devant le public. Je me souviens pas de la pièce en question, le titre, mais en gros, je suis un gars qui se fait hypnotiser, un bourgeois qui se fait hypnotiser. Puis quand il se fait hypnotiser, son genre de laquais prend contrôle de lui, puis il fait faire plein de niaiseries. Puis bon, comme moi, ça va pour le podcast. Un peu, exactement. C'est la même dynamique. Fait que, fume, dis que c'est bon fumer, t'auras pas de conséquences. Non, ben c'est ça, non. Puis là, en gros, il y a un moment où sur scène, j'avais un genre de moment solo où genre je faisais n'importe quoi pour vrai parce que c'était ça la joke, c'est qu'il m'hypnotise, puis là, il y a quelque chose, puis moi je suis genre complètement... Je fais le babouin, je fais plein de cochonneries. Puis les gens ils trouvent ça drôle à ce moment-là. Mais tout ça, c'est comme mes gestes, c'est mes faces, c'est mes grimaces, c'est mes cris. Même si c'est dans le texte, c'est écrit littéralement à parté là, du comédien. Puis à ce moment-là, je réalise qu'on rit, puis que je fais, mais il n'y a personne qui parle, il n'y a pas de texte, c'est moi qui bouge.
Puis là, j'entends des rires, je fais une chose, ça rit. Puis là, je pousse, je me dis, tiens, je vais essayer de faire vraiment quelque chose qu'on n'a même pas travaillé en répétition. Je pousse un cri, genre en sautant. Puis là, ça rit. Puis là, je fais, oh wow, ça, c'est moi qui viens de faire rire. C'est la première fois que j'ai un contact avec, wow, je fais rire beaucoup de gens en même temps par moi, mais c'était pas moi, mais c'était Fédo, mais en tout cas. Ça, c'est toi? Ben oui, mais faire une histoire avancée, je fais le théâtre tout court, je fais mon monologue, premier succès, deuxième succès, deuxième affaire où là, je fais une éloge funèbre qui devient mon numéro de l'école de l'humour. C'est à ce moment-là à peu près que je commence à m'intéresser à l'humour parce que il se passe rien en théâtre. Je fais au ZooFest, on me dit j'ai un potentiel, donc je m'inquiète. Mais l'humour, puis aussi au ZooFest cet été-là, moi, le théâtre tout court, c'était vraiment du monde de théâtre. Ils voulaient pas se mêler vraiment au Charlot, au bar où on allait pendant les festivals. Donc, ils voulaient pas se mêler à ça, les gens de théâtre. Le Charlot, pour donner, c'est quoi? Pendant Juste pour rire... Ils montent un bar, dans le fond. Ils montent une tente, en fait, où les festivaliers se rassemblent. Ils vont à la Slimane. Exactement, en fait. C'est vraiment le cas, là, c'est ça. Puis... Mais tout de suite, j'ai aimé l'atmosphère dans le festival de Juste pour rire. Déjà, c'était le meilleur moment au Charlot qu'on m'a raconté, il y a un humoriste qui a fait semblant de faire une fellation à un autre humoriste en suçant une saucisse. Alors, c'est ce niveau-là. C'est ce niveau-là. Et c'est ça. Je sais pas pourquoi les gens de théâtre veulent pas assister à ça. Je comprends pas. J'ai vraiment pas de qui tu parles. Ouais. Et ça, c'est meilleur que tous les choix ZooFest. Ouais, je veux rien t'enlever, mais une humoriste de renom qui fait semblant de faire une fellation. En plein milieu. En plein milieu. Ouais. À 8h30 en plus. Oh, le soleil n'était pas encore couché. C'était pas totalement couché. À un humoriste qui tient une saucisse à hot dog. Oui, et qui est très excité. C'est sûr. Il fait semblant comme c'est pour le gag, mais non, c'est sans doute pour ton exhibitionnisme. C'est pour ça, moi, que je fais de l'humour. Et c'est pour ça que j'écris. Et c'est pour ça que je fais des exercices de diction. C'est je veux rester dans ce milieu-là. Pour voir des moments comme ça. Exactement. Ben écoute, mais j'ai pas vu ça cet été-là, mais j'ai quand même senti... moi, je fais de l'humour pour connecter avec mes pairs, pour critiquer la société. Soit, moi, c'est pour voir. Des gens, OK. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, tout ça pour dire que je réalise que l'humour, j'aime bien ce milieu-là. Puis... Ben oui! Il y a un respect. Ça peut être moi, le gars à saucisse. Il y a un respect. Ou l'inverse. Ou l'inverse, je sais pas, mais... Puis, il y a comme un truc que moi, je méprisais l'humour comme tout bon gars de théâtre. Puis là, j'ai fait, attends, wow, c'est compliqué quand même, là, l'humour, là, de ce que je comprends. Fait que là, je commence à m'informer beaucoup. Puis c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai pas pensé, je peux le faire. Mais j'ai pensé, j'aimerais essayer. Génial. Puis c'est comme ça qu'après ça, j'ai fait les cours du soir et l'école. Il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont à la même place que toi. J'aime l'humour, je peux pas le faire, mais j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer. Mais c'est pour ça que je dis les cours du soir à l'école de l'humour, c'est comme c'est pas une mauvaise chose. On va revenir ça. Pour voir l'école commencer, on va revenir. Ouais, pour voir comme... Tu sais, je sais que c'est un peu cher si t'as pas beaucoup d'argent. On va revenir. Mais fait que j'ai fait ça, je fais l'école de l'humour. Et à l'école de l'humour, à mon époque, apparemment, ça a changé. Attends, avant l'école de l'humour, je vais juste mentionner comment moi j'ai commencé. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est extrêmement simple comment j'ai commencé. Mais toi, t'as pas commencé avec du LSD ou une affaire de même, là? Non. J'ai jamais fait de LSD de ma vie. Ce qui s'est produit, c'est que moi, je veux être humoriste depuis que j'ai comme 12-13 ans. Ouais. On est très opposés, toi et moi. C'est vrai. Et moi, dès le primaire, j'ai réalisé que j'aime vraiment ça, avoir l'attention du prof. Ouais. J'aime vraiment ça, avoir plus d'attention que le prof. J'aime vraiment ça que 30 élèves me regardent. Je suis en manque d'attention. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'humour, c'était en classe. Un truc que j'ai compris très, très, très jeune, c'est que j'étais pas le plus drôle de ma classe, mais j'étais celui qui était le plus important de faire rire. Alors, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé en mémorant des jokes de histoires drôles. D'histoires drôles. Oh yes! J'ai mémorisé ça. Je fais ce qu'on appelle des jokes de rue. Je criais, j'essaie de créer le bordel. T'as pas changé, hein, finalement? Pas vraiment, je suis le même gars. Je crie des choses qui ont rapport avec la sexualité. C'est ça. Mais tu vois, moi, c'était pas exactement ça. Mais c'est vrai qu'au primaire, j'aimais toujours ça faire rire, mais c'était pas... mais moi, j'étais prêt à me faire mettre dehors. J'étais prêt à avoir des retenues le samedi. J'étais prêt à me faire mettre dehors. Ah ouais, hein, non, quand même pas. Ça valait la peine pour moi. Non, moi, c'était pas ça, mais... J'étais triste les semaines où j'avais pas fait mais toi, t'as commencé à faire Pourquoi t'as été à l'école de l'humour d'abord? Pourquoi t'as pas été direct d'un bar? Je savais pas que c'était possible. Je suis allé à l'École nationale de l'humour parce que... Moi, il faut savoir qu'à l'âge de 17 ans, je me suis dit, moi, être humoriste, je me suis inscrit à l'École nationale de l'humour, même si j'avais même pas fini le secondaire. Et j'ai été refusé. Ça m'a fait bien de la peine. Par contre,
ce que j'ai réalisé, c'est que ce que je préférais, Ouais. c'était pas performer, c'était écrire. C'était Ah. penser à des idées. Ouais. Et j'ai réalisé, j'étais un auteur humoristique. Ouais. Je préfère tellement plus être dans une pièce et réfléchir à des blagues. Je vais être ça. Mais, Et, mais moi, tu vois, j'ai eu ce même dilemme-là un peu. Parce que je venais de finir le conservatoire, ça fait 2 ans. Là, je suis comme, je vais pas me retaper une école où je vais monter sur scène, on va me montrer comment me tenir. Tu sais, ça fait 3 ans que je viens de le faire, puis ça a été douloureux. Mais tu vois, je me suis dit, Sous-écoute commençait à cette époque-là en passant. Là. Très bon pour l'humour, ça. Oui, c'est vrai, parce que c'était à l'époque où Mike faisait ça encore sur Skype. Puis c'était quand même le fun. Puis ce que je réalisais, c'est que tu avais beaucoup d'humoristes qui travaillaient comme auteurs, mais tu n'avais pas tant d'auteurs qui travaillaient comme humoristes. Puis moi, ça a été ça le point où j'ai fait « Ah ouais, OK, je vais aller au humoriste parce que je peux quand même devenir un auteur en étant humoriste ou au mieux devenir humoriste, alors que l'inverse est plutôt... tu as un exemple, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a vraiment... C'est très minoritaire comme... Mais ouais, fait que c'est ça. Puis l'école de l'humour est apparue très... Je sais pas toi, mais moi, c'est assez apparu comme... Un peu comme l'école de théâtre. C'est-à-dire que tu peux faire ta carrière en théâtre sans aller à l'école. Mais ça va être long, ça va être difficile, ça va être... Tu vas manger du pain noir, puis j'avais pas le temps. Abandon le sujet de l'école de l'humour. Ouais. Je crois que pour parler... C'est de la question, je pense, c'est est-ce qu'on encourage les gens à la faire ou non? Ah, moi, je dis oui. D'accord. Moi, voici ce que... Ben, gars, cool. Pourquoi oui? Je t'écoute. Pour 1001 raisons. Puis je dis oui, mais quand même avec un astérisque. Oui, mais c'est vrai que c'est pas c'est vrai que les écoles, des fois, c'est pas bon pour tout le monde. Il y a des gens qui... Simon Leblanc n'a pas fait d'école de l'humour. Exact. Puis, je l'admire. Virginie je m'inspire n'a de pas lui. fait l'école de l'humour. Ouais. Mariana n'a pas fait l'école de l'humour. Je veux dire, il y a des exemples de... il y a des exemples de réussite populaires. Et il y a des exemples de réussite et il y a Mariana. Bon, OK. Ça, c'est ton beef avec elle. Regarde, la ligne est là, tu la vois, là? Moi, je suis du bord des cigarettes et des bifs avec entourage. C'est ça. Moi, je suis du bord de Dior puis tout le monde est correct. Mais en gros, non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que globalement, l'école de l'humour apporte plus que ce qu'on dit, que ce que les gens disent là, quand ils disent « faites pas ça ». Je pense que l'école de l'humour apporte beaucoup. Puis là où je veux dire ça, c'est d'abord, ça t'apporte un réseau initial. Première affaire que ça fait, ça t'apporte un réseau. T'es jeté dans une classe avec 12 personnes qui sont à peu près dans la même situation que toi. Ouais. Fait que t'as comme 12 frères d'armes. Plus des auteurs. Plus des auteurs. Donc, t'as déjà un réseau initial, sans parler des professeurs, sans parler des professeurs invités, des metteurs en scène, sans parler des gens qui viennent te voir après ça. Ouais. Donc, tout de suite, là, ça fait en 2 ans, tu viens de te sauver sûrement 3-4 ans de rencontres de PR, de reste après le spectacle, rencontre telle personne, parce que tu as déjà un nom qui existe à quelque part dans le réseau. Fait que déjà, pour ça. Après ça, c'est un lieu, c'est vrai, mais ça, tu vois, c'est ce que je savais pas au conservatoire, puis que j'ai appliqué à l'école de l'humour, puis que ça m'a beaucoup aidé. C'est un lieu où tu peux te tromper. Mais quand je dis tu peux te tromper, c'est pas le free-for-all. Non. C'est pas genre, c'est pas grave, plante-toi pendant 2 ans, puis tu sais, après ça... non, parce que t'as quand même une réputation un peu... C'est un peu le défaut des écoles d'art, c'est que t'as une réputation qui te précède quand tu sors de là. Ouais. Donc, oui, il faut que t'aies l'audace d'essayer, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a quand même une conscience de... ton nom, il commence à circuler un peu si tu te démarques. Moi, je dirais plutôt... Ce qui est super important à l'École nationale de l'humour, c'est la rigueur. Exactement. Fais tout avec rigueur. Ouais. Même si tu te plantes, apprends tout ça, fais tout avec rigueur. C'est ça, c'est vrai. Moi, ça a été la grosse leçon. Ça a été fais tout comme si c'était ton premier et ou ton dernier contrat à vie. Ouais. C'est genre une affaire de même. Ouais. Si c'est ça, là, tu sais. Même si c'est à l'école puis c'est pas vu. C'est ça. Dis-toi que c'est une œuvre. T'es en train de construire ton œuvre, même si c'est faux. Puis l'autre chose, je pense, qui est très importante, puis là, encore une fois, j'ai pas fait ça avant d'aller au conservatoire, puis je l'ai fait avant l'école de l'humour, c'est que j'avais déjà une idée de ce que je voulais aller chercher, explorer. Donc, j'avais au moins Est-ce que tu dirais que tu avais eu un avantage parce que tu avais déjà goûté à une école d'art? Complètement. Totalement. Ça m'apprenait à relativiser, ça m'apprenait à faire... OK, là, on est en mi-session. Il faut que je canalise mon énergie de telle façon si je veux bien finir la session. Le spectacle de fin d'année est important. Exactement.
comment travailler le spectacle de fin d'année. Y a-tu des choses... Tu sais, ça m'a vraiment aidé d'avoir fait une première version au conservatoire qui était l'équivalent, sincèrement, de... Là, je parle pas en termes de rigueur, je te parle juste en termes d'agressivité, là. C'est vraiment comme si j'avais fait les Navy Seals en premier, puis après ça, tu me dis, va chez les scouts. Il y avait une gentillesse. Ne serait-ce que Louise Richer, qui est perpétuellement là à l'École de l'humour, qui prend vraiment soin de ses élèves. Délicate. Très délicate. J'ai eu des conversations très profondes avec Louise. Moi, c'est quelqu'un... C'est psychologue au départ, faut pas oublier. En plus, fait que moi, c'est quelqu'un, en tout cas, que je respecte et admire et aime profondément. Puis, en tout cas, je comprends pas pourquoi les Olivier font pas un Olivier hommage à Louise, parce que le paysage humoristique serait pas le même sans elle. Tout à fait. Ça, c'est un truc. Ça, c'est mon éditorial. Mais... Que je co-signe. En fait, ça serait sûrement le meilleur numéro hommage ever des Olivier, parce que t'as à peu près tous les humoristes... OK, je peux te conter la meilleure histoire de tous les temps? Ouais. J'ai hâte. Moi, à ma session, Ouais. parce que j'ai fait l'école de l'humour en tant qu'auteur, Ouais. et notre prof, Nicolas Snick Boucher, Yes, Nick. il nous a demandé d'écrire un roast À Louise? à Louise. OK. Moi, à ma cohorte, il y avait un homme qui a encore des problèmes de peut-être santé mentale, OK. qui était très particulier. Et lui a décidé d'écrire un roast. Un vrai? Ouais. Mais c'était pas vraiment un vrai roast. C'était juste agressif. Non. Ben, un jour, je vais le lire, là, parce Ouais. que c'est le meilleur roast de tous les temps. C'est sûr. Je peux même lui demander même de le lire s'il veut le faire, là, ou demander à un acteur de le lire. Et ça commençait avec des blagues misogynes. Qui n'avaient rien à voir avec Louise. Et je me rappelle, une des punchlines, c'était qui est en colère contre les femmes qui recrachaient son sperme, parce que pour lui, c'était un signe que les femmes ne voulaient pas avoir d'enfants de lui, puis ça lui faisait de la peine. Fait que ça part de même. Et là, Mais ce que tu décris, c'est un peu l'humour québécois des années 90, trash. Ouais. C'est ouais. Fait qu'il aurait eu carrière à Piment Fort, ce gars-là. Il aurait été extraordinaire. Malheureusement, c'était pas Latin évolué. On est en 2010 quand moi, je suis à l'école de... Ouais, on est en 2010. Fait que c'était plus Ah, on a fini en même temps, toi le conservatoire, puis moi le conservatoire, toi l'école, on a fini exactement la même année. Yeah! Et là, tu te dis, après avoir fait cette blague, Ça en est trop. il y a d'autres choses. Oh non. c'est... Ça, c'était la première. Ben oui, ça, c'est l'entrée. Le repas principal commence. Il décide... Tout le monde, on dit un petit peu ce qu'on veut sur Louise. Louise vient de rompre avec Guy Lepage. Oh non, oh non, 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 non. Personne ne non. touche à ça. Mais non. Parce qu'on se dit, on peut faire n'importe quoi, mais c'est quand même délicat. Lui, il s'est pas dit ça. Lui, il s'est pas dit ça. Hein? Alors, il a fait plein de blagues sur le fait que Guy Lepage ne veut plus d'elle parce qu'elle est trop vieille, la faire comme ça. Waouh! Oh, on y va, là. Snick, il réagit comment à ce moment-là? Snick, il dit arrête, puis il arrête pas. Oh, Il parle wow! plus vite. Oh, nice! Snick, il dit je pense que c'est assez, puis il fait non, j'ai d'autres jokes, puis il continue. Et c'est pas une blague. Il y a des auteurs qui faisaient ça. J'exagère rien. Il se mettait comme ça. Wow! Il se mettait comme Il ça. se cachait! Puis il ricanait. Ben oui, parce que... Non, mais c'est ça qui est beau à l'école de l'humour, c'est des moments comme ça, Ah, c'est malgré incroyable. tout. Nous, il fallait faire un... Mais c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Malheureusement. Parce qu'il a décidé, il y avait une thèse. Ok. Comme moi, un peu. Là. Ouais. Sa thèse, c'était que elle tripait sur les gauchers. Elle tripait sur Mais les voyons. gauchers sexuellement. OK. Mais il y a des... Il y a des problèmes. là. Ouais. Il a dit, puis il expliquait que lui aussi était gaucher, puis que souvent, elle touchait le bras gauche, puis que c'était une manière, c'était une invitation à faire l'amour. Là, Attends, Snick... mais là, moi, je veux savoir c'est qui ce gars-là. Non, je là. peux pas te le dire. Non, non, mais je vais pas aller là, mais pas là. Non, non, mais je vais aller dans ta classe, regarder sur Oui, Internet. mais non, ouais. Et il s'est levé debout et il a fait des dessins de comment Guy Lepage et elle faisaient l'amour autrefois. Et là, Snick est intervenu puis il a fait là, ça va faire. Il s'est levé debout puis il a dessiné ça. C'était ça, lui, il s'est dit, Ouais. on va faire un roast, Ouais. puis ça va être ça. Il a dessiné comment Guy Lepage. Et qu'il était disponible pour faire l'amour si jamais ça intéressait Louise. Puis ça a duré combien de temps, ce segment-là? Je pense 5 minutes, mais en réalité, de lourdeur, 6 jours. Ben non, 10 ans, t'en parles encore. Ah, c'était incroyable. C'est un de mes meilleurs moments de comédie à vie. C'était-tu un auteur? Je te dirais rien. Ah, fuck. Pas au micro. OK, mais tu vois... Micro, je vais tout te dire.
nous, il y avait avant chaque cours d'écriture, il y avait un petit roast, un mini Ça va vous roast. surprendre, il fait plus ça dans la vie. Ah ouais, c'est étonnant. Mais le pire, c'est que je paierais cher pour le voir. Mais nous, il y avait tout le temps un mini roast, là, genre Attends, tu piges quelqu'un. Parle, mais je vais trouver le texte. Tu piges quelqu'un au début du cours d'écriture, puis là, toute la classe va écrire 2 jokes, 3 jokes sur la personne. Tu sais, c'est très bon enfant, mais il y a un gars, à un moment donné, on le pige, puis il est très, très, très susceptible, ce gars-là. Ouais. En même temps, c'est sûrement la cible la plus facile parce que il est tout le temps habillé pareil, il a des cheveux tout le temps de la même façon, un peu hors du temps, il est français, il a des souliers dégueulasses dans les pieds. Tu sais, comme tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait est une cible pour un roast, mais il est en même temps ultra susceptible. Fait qu'on teste pendant le midi avant le cours des jokes juste entre nous, puis on est comme ça va pas passer ça. Fait qu'on fait vraiment les versions très très soft de nos jokes. Sauf qu'il y a un gars qui arrive en retard, qui est comme un gars rough, qui s'appelle Pat Laperrière. C'est pas méchant ce qu'il dit, Pat. Au contraire, c'est un gars extraordinaire, puis je l'aime beaucoup, là, mais Pat arrive en retard, puis c'est un gars, pour te dire, aujourd'hui, il est très ébéniste, c'est un gars de bois, là. Pat, il a pas eu le mémo de hey, on va. Parce qu'en plus, il file pas l'autre, là. Il arrive. Bon, mais le prof, tout le dernier rentré, commence les jokes. Il commence. Hey, toi, t'as tellement les cheveux gras que t'as même pas besoin de parapluie. Après ça. Genre, ton nom. Il pue. Attends, ton nom, il goûte la marde comme ta gueule. Une affaire de même, ça arrête pas, là. Il en fait 3. C'est même pas des jokes, c'est juste des insultes. Ouais, mais nous, oublie ça, on éclate de rire, ça n'a pas de bon sens. Mais là, qu'est-ce que tu penses? Ils viennent donner la permission. Fait que ça a été comme un 15 minutes de. On fait juste le blaster, mais. Wow! Mais comme. Ouais, c'était ça. Mais c'était très drôle, là, cela dit. Il l'a pas bien pris, le gars. Il me semble qu'il s'est suicidé, mais non, c'est une joke. C'était une joke. C'est une joke. Mais pour vrai, je me souviens de sa face qu'à un moment donné, moi, j'étais comme l'avant-dernier, puis il fait ouais, vas-y, allez, vas-y. C'est quoi tes blagues? Vas-y. J'étais comme oh, tabarnak, man, ok, ça. Fait mal. Ouais, ça se passe bien, mon. Je vais pas le nommer, mais. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, mon grand plaisir, c'est de revoir ses statuts à ce gars-là. Et je ne comprends jamais rien. Ah, c'est génial. C'est des gens de. C'est du genre de Pierre Desproges mélangé à Raymond DeVos. On comprend rien. Des mots d'esprit un peu agressifs. Wow. Je comprends rien. Puis tout ça pour dire que... Mais l'école de l'humour, moi, j'y crois parce qu'en plus, t'as une expérience de scène que t'aurais pas nécessairement non plus. Très différente des bars. Puis moi, tu sais, ce que je trouve aussi de l'école de l'humour, c'est que, veux pas, tout le monde est comme « Ah, ça te formate. Ah, ça fait ci. » C'est tel... Moi, en tout cas, ça n'a pas été mon expérience. Ça n'a pas été ce dont j'ai été témoin. Au contraire, je trouve que quand tu écoutes un spectacle de finissant de l'école de l'humour, c'est probablement un des lieux humoristiques où tu as le plus de différences de style. Il n'y a personne qui maîtrise, à moins de l'exception là, dans les classes. Catherine Levac. Catherine Levac, un Mehdi Boussaïdan, là, que, oui, OK. Mais il n'y a personne qui est en maîtrise totale de ce qu'il fait. Mm-hmm. En même temps, tu as de l'absurde, tu as du sketch. T'as toujours le gars que moi, je fais du stand-up. Ouais, un peu, ouais. T'as le gars qui est déjà dans un bar avant d'aller dans un bar. Mais t'as plein d'affaires. Puis les profs, l'école a aucun avantage à formater le milieu de l'humour. Ça, c'est l'argument que j'ai jamais compris. Mm-hmm. Ah, ils formatent. Quoi? Ils formatent. C'est quoi le but que tout le monde se ressemble pour l'école de l'humour? En quoi ça les avantage? Ce qui les avantage, c'est le succès de leur finissant. C'est bien plus ça. Mais quand tu regardes Martin Matt, Louis-José, les Denis Drolet, Mike Ward, les Chicken Swell... à mon humble avis, ils formatent. Moi, je pense pas qu'ils formatent. Dans la création de... je comprends ce que tu veux dire. Dans la méthodologie. Ouais, mais la méthodologie, après ça, c'est à toi à la défaire pour faire... Moi, mettons... Moi, je suis d'avis que... Tu sais, les procédés, moi, je les utilise à peu près pas. Moi, je parle pas des procédés, je parle des exemples. Pensez en numéros. Pensez que ton idée doit durer 7 minutes. Ah! C'est une idée qui, à mon avis, c'est le grand problème de mais attends, oui, mais ça dure 2 ans. Certes, pas toujours. Ça dure 2 ans parce qu'à un moment donné, tu te fais appeler pour un 15 minutes. Là, tu fais, je peux pas juste coller 2 numéros de 7 minutes. Tu sais, ça, c'est l'apprentissage post-école. Mais après ça, tu es très content de savoir faire comme il faut un 5 minutes bien construit. Ça, c'est important dans la vie de savoir écrire un 5 minutes bien construit. C'est très important. Oui, mais je pense pas qu'on l'apprend à l'école. Ah, moi, je pense que oui. T'apprends l'architecture d'un numéro à l'école. Je suis pas d'accord.
Ben oui. Je pense que tu apprends l'écriture d'un numéro de gala, puis l'écriture d'un numéro de gala, c'est pas super bon. Ça dépend. Ben oui, ça dépend. Ça dépend. Parce que je suis d'accord, je comprends ce que tu veux dire par ça. Parce qu'il y a comme Mike Ward dit ça. Un numéro de bar risque de vraiment bien marcher dans un gala, mais un bon numéro de bar va marcher dans un gala, puis un bon numéro de gala ne marchera pas nécessairement dans un bar. Ce qui est globalement vrai. Mais en même temps, un numéro de gala va apporter quelque chose que le numéro de bar n'aura jamais. Fait que c'est juste deux disciplines différentes. Oui, puis c'est particulier qu'à l'école de l'humour, ils t'apprennent à faire quelque chose auquel tu n'auras pas accès avant 4 ans. Mais tu vois, de ce que je sais, moi en tout cas, c'est que là, ils te permettent de jouer dans les bars aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus ouverts à ça. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Nous, ce qu'on a commencé à faire quand j'ai gradué ma dernière année, on a simulé des trucs dans les bars. Donc, on a simulé des hecklers. Ça, c'était quand même le fun, là, comme exemple. On a simulé du monde qui nous perturbe. C'est, à mon avis, pourquoi l'école de l'humour... Ça, c'est tous des arguments pourquoi l'école de l'humour n'est plus... Parce que moi, je considère que l'école de l'humour n'est plus connectée au milieu de l'humour. C'est plus connecté à une autre idée qui s'était mais que ça ne l'est plus. Exemple, un heckler, là, c'est des gens qui font pas de spectacle souvent, qui ont peur de ça, un heckler. Un heckler, c'est l'affaire la moins grave du monde. Oui, sauf que quand tu commences... Parce que l'école de l'humour, tu sais, c'est des pouces. C'est du monde qui commence. Que bien souvent, ils n'ont jamais monté sur scène tant que ça, sauf festival une fois. Ce qui est très particulier de l'école de l'humour, c'est le peu de temps de scène que tu as. C'est pas vrai, ça. Ben, le peu de temps de scène, t'as quand même au moins un 5 minutes à chaque semaine. Qui est pas vraiment de la scène, parce que c'est des circonstances. Pour oui, savoir. Mais en même temps, t'as pas le choix pour apprendre ton métier. Mais je veux quand même le mentionner. Qui font je suis pas contre l'école de l'humour, je vais revenir. Qu'est-ce que je pense de l'école de l'humour, mais il y a beaucoup de choses qui devraient changer à mon humble avis. Premièrement, on fait ce qu'on appelle les vendredis. Les vendredis, oui. Les vendredis. Très important dans la formation, ça. Ouais. Tu présentes un numéro d'humour pendant, je pense, 6 semaines de consécutives. Ouais, 5 ou 6 semaines. Devant tes pairs. Ouais. Mais voici le côté positif. Tu es en sécurité. Oui. Et tu peux essayer plein d'affaires. Exact. Voici le côté négatif. Jamais dans ton métier d'humoriste, tu vas présenter quelque chose devant des gens que tu connais. Au départ, non. Au départ, l'humour, c'est essayer de faire rire du monde que tu connais pas. Fait que déjà, essayer de faire rire du monde que tu connais, tout ne marche pas. Oui, mais attends, pour moi, je vais prendre mon exemple des cours de moto. C'est important d'avoir un circuit fermé avec des petits cônes, même si tu ne rouleras plus jamais après ça dans un circuit fermé avec des petits cônes quand tu apprends quelque chose. Des petits trous de vélo, c'est important. Pour moi, les vendredis, c'est les petits trous sur ton vélo. La tournée, c'est on enlève les petits trous, on voit si t'aimes ça être avec du monde inconnu. Mais je trouve que c'est un processus intelligent de se créer un genre de... Là, je vais utiliser cette expression-là, un safe space créatif. Parce que tu le sais pas, puis tu vas être avec des gens qui vont comprendre ta démarche si tu essaies des choses qui marchent pas. Voici ce que je trouve particulier. Moi, je pense que l'école de l'humour, avant tout, a été fondé, et les gens qui sont à l'école de l'humour, au départ, c'est des gens qui n'en font pas beaucoup. Puis c'est des gens qui ont peur, un petit peu, puis qui n'ont pas réussi. C'est pas... Non, c'est pas vrai, ça. Ben là. C'est pas vrai. Est-ce qu'il est ton meilleur prof que tu as eu? Benoît Pelletier, mettons. C'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de scènes. Mais il fait pas... Mais il travaille comme... Je comprends qu'il travaille beaucoup, mais c'est pas quelqu'un qui fait de la scène. Oui, mais attends, les profs qui font de la scène... Mais ça, tu vois, c'est une chose que je m'étais dit. D'ailleurs, j'avais écrit... Je me souviens, Catherine Levac et moi, on était très proches à ce moment-là, puis elle peut l'authentifier. Je me souviens qu'on s'était dit, si un jour, on est au top, genre, de notre carrière, Catherine l'a atteint, je pense... Moi, en tout cas, c'est un moment où j'aimerais s'appeler Louise puis dire je vais aller enseigner à l'école de l'humour, même si je suis dans une tournée qui vend 300 000 billets. Parce que je veux changer cette culture-là. Je pense qu'au contraire, c'est vraiment plus stimulant. Ça envoie un message vraiment fort. C'est un humoriste qui est comme, on va dire, numéro 1 de guillemets. Je t'entends, mais ce que tu décris, ça se produit pas. Ça se produit pas, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse une fois. Ce que je veux dire par là, c'est que l'école... Moi, je pense que l'école... à mon avis, le gros problème en ce moment de l'école de l'humour, c'est qu'il y a une peur de la scène, il y a une peur des bars. Ça a vraiment... L'école de l'humour est enseignée par du monde qui ont peur de monter... Attends, mais j'ai pas fini. Ouais. J'ai du monde qui ont peur de monter sur scène. De là, l'idée d'un safe space... La scène, c'est un safe space. Te planter sur scène, c'est pas grave. Oui, mais non.
Ben oui, mais non. Oui, c'est pas grave. T'as raison. C'est un safe space. La scène, c'est un safe space au départ. Oui, on est d'accord pour dire que c'est pas grave dans l'absolu de l'existence. Sauf que... Puis t'es en sécurité sur un stage. Oui. Mais, sauf que, ce que je pense, moi, tu vois, mon expérience, c'est beaucoup plus les bars qui formatent que l'école de l'humour. Ah oui, ça, je vais revenir. C'est brillant, ça. Ton attitude vis-à-vis des bars est brillante. En tout cas, moi, je trouve que c'est bien plus le danger, beaucoup plus dans les bars qu'à l'école de l'humour. Parenthèse, j'aimerais vraiment dire... différentes raisons. Le danger en art, en humour, c'est, à mon humble avis, mal évoluer puis juste vouloir imiter. C'est ça. C'est pour ça que souvent, ceux qui se plaignent de l'école de l'humour, c'est que... Slavoj Zizek, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, puis c'est le seul gars qui cite, il a déjà une fois parlé de Full Metal Jacket, qui disait un des messages de Full Metal Jacket, c'est que la première demi-heure de Full Metal Jacket, c'est sur l'entraînement des soldats. Ouais. Puis ce qui est important pour faire un bon soldat, c'est avoir la distance ironique. Pour faire un bon soldat, ça prend quelqu'un qui s'en calisse pas trop, parce que ça fait le pire soldat. Puis ça prend pas, à l'inverse, quelqu'un qui prend trop ça au pied de la lettre. C'est pour ça le gars qui se suicide à la fin, il prend trop au pied de la lettre ce qu'on lui dit. Mais je pense qu'il a été brisé définitivement aussi là, par la violence. Aussi, il a pris au pied de la lettre. C'est pour ça qu'à la fin, la nuit, il fait son fusil. Il parle vraiment à son fusil. Dans le film, il dit ton fusil, c'est une fille, il faut que tu y parles. Mais les soldats comprennent que c'est pas vraiment ça, puis il faut pas prendre ça au pied de la lettre. Mais il y a un gars, malheureusement, qui a un retard intellectuel, qui le prend au pied de la lettre et il se suicide. Je pense que c'est pareil à l'École nationale de l'humour. Il faut jamais que tu prennes au pied de la lettre tout ce qu'ils disent. Et souvent, ceux qui sont frustrés, c'est qu'ils ont pris au pied de la lettre. Ils font souvent « Hey, moi, j'ai tout fait ce que Luc Boilly m'a dit de faire, puis ça marche pas. » Ouais, mais tu fais « mais il fallait que tu aies une distance. » Et c'est pareil pour les bars, c'est pareil en art. Il faut jamais que tu prennes au pied de la lettre ce que tu vois. Sauf que la différence, c'est qu'à l'École de l'humour, t'es pas en état de survie comme dans les bars. C'est pas le même état du tout. C'est pas du tout la même chose. Je pense qu'on parlerait à des gens de l'École nationale de l'humour, puis dans leur tête, ils sont en état de survie. Et dans leur tête, il faut qu'ils se démarquent. Et dans leur tête, il faut qu'ils se fassent signer. Ça, alors, vrai. Ils sont en état de survie. Et je dirais même plus. Je dirais même qu'ils sont bien plus en état de survie que dans un bar. Parce que l'école te fait miroiter qu'il y a une possibilité que tu sortes de l'école puis que tu fasses 90 000 $ par année, que tu te fasses signer, que tu as un show dans 2 ans. Mais c'est pas faux non plus. Voilà. Ce qui est cool des bars, c'est que les bars, il n'y aura rien de ça. Il n'y a pas d'attente. Et dans le pas d'attente, tu apprends bien plus à mon humble avis. Attends. Moi, je suis pas d'accord avec ça quand même. Là. Parce que ça arrive à peu près une fois par an. Non, peut-être une fois aux 4 ans, là, ce que tu racontes, le cas de figure de mais moi, je parle pas de ça. Voici la grande différence. Je dis pas que ça arrive souvent. Je dis que ça peut arriver et que les 12 personnes qui s'inscrivent disent « Ah, mais moi, ça va m'arriver. » Oui, sauf qu'après ça, je suis d'accord. Mais il y a un truc que, mettons, entre guillemets, moi, j'appelle ça être l'élu là, de ta classe, là, celui à qui ça arrive. Super expression. Ben oui. Mais je suis d'accord. T'es un peu l'élu. T'es le néo. T'es celui qu'on va remarquer, qui va... Tu sais, lui... En fait, moi, mettons, l'école d'art... Comment je calcule ça? Tu vois, l'école d'art, pour moi, c'est comme... Si t'es sur une ligne de départ là, d'une course, puis là, t'as le choix. T'as ceux qui... T'as l'élu, que lui, il va avoir une auto hautement performante, la porte est ouverte, un chauffeur, on s'en va sur l'autoroute, puis c'est parti, t'auras jamais vraiment à travailler parce que tout va arriver parce que t'as une maîtrise initiale. Ben, il faut que tu travailles parce que t'as de la pression. Oui, c'est ça. Après ça, t'as celui, mettons, que... Il va être sur la route, il va faire son chemin, ça va être correct, il va être sur l'autoroute, mais tu sais, il n'est pas dans le service 5 étoiles. T'as celui qui va être sur la route secondaire, la route de campagne, la route de terre, puis t'as celui que genre, t'es devant la forêt puis fais ton chemin. Ouais. Ça, c'est à peu près comment j'illustre une sortie d'école d'art. Fait que t'es où là-dedans? Ça veut pas dire que tout le monde... Le but, là, pis ça, c'est vrai, c'est un cliché, mais ça a été difficile à comprendre, particulièrement quand je suis sorti du conservatoire. Parce que moi, quand je suis sorti du conservatoire, c'était la forêt, puis genre très dense, puis c'était un mur, là. Ouais, puis c'était écrit, tu rentres pas là des ours, là. C'est ça. Mais il y a un truc où, à un moment donné, il faut que tu acceptes le fait que ça prendra le temps que ça va prendre. Ouais. Puis c'est très difficile à accepter ça parce que tu te compares... Surtout quand t'as 23 ans. C'est ça. Tu te compares aux autres à côté de toi, tu vois les gens, puis ça se peut pour vrai que ça prenne 5 ans, ça se peut que ça prenne 7 ans, ça se peut que ça prenne 6 mois, on le sait pas. Mm-hmm. Mais tant que tu travailles pas vers ça, c'est sûr que ça arrivera pas. C'est la seule certitude que j'ai. Moi, vas-y. Mais les bars sont apparus, tu vois,
Le premier spectacle que j'ai fait dans les bars... Je veux juste, avant de dire moi ce que je pense de l'école de l'humour, puis ensuite on revient au bar. Ouais. L'école de l'humour, pour faire l'école de l'humour, t'as plein de questions à te poser. Je pense pas que c'est faire l'école de l'humour ou pas faire l'école de l'humour. Ça dépend de l'individu. C'est ça. Je pense que c'est beaucoup plus ça, t'as raison. Voici... Il y a des gens qui sont faits pour l'école, puis il y a des gens qui sont moins faits pour l'école de Voici, à mon l'humour. avis, puis j'aimerais aussi avoir, si tu me dis si je me trompe ou non, si tu es d'accord, les critères à voir si tu fais l'école ou non. Premièrement, t'as-tu de l'argent? Ça coûte cher. T'as-tu de l'argent? Tes parents ont-tu de l'argent? Ouais. Premier critère. Je comprends. Si tes parents n'ont pas beaucoup d'argent, si tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est peut-être pas l'idée du siècle. En même temps, il y a des bourses. Je t'entends, mais il faut que tu rembourses. Et aussi, pendant que tu es à l'école de l'humour, tu ne peux pas travailler. Ou aussi, si tu n'as pas d'argent, tu dois travailler, fait que tu peux t'épuiser. Tu peux être à l'école de l'humour et tu as une personne qui, elle, se consacre à 100% à ses textes et toi, en même temps, tu dois être serveur. Ça t'épuise, tu n'es pas aussi bon, tu es frustré. C'est vrai qu'il faut se libérer pour aller à l'école de l'humour. Ça, c'est vrai. Je suis complètement d'accord. Ensuite, tu viens d'où? Louis T m'a déjà dit quelque chose de super intéressant. Il dit l'école de l'humour, c'est une super si tu viens pas de Montréal ou des environs. Mettons que tu viens de l'Abitibi. Mm-hmm. T'installer, passer de Rouyn-Noranda à Montréal. Ça peut être violent. Ouais. Quand tu connais personne. Et non seulement intégrer la ville et intégrer le milieu culturel, c'est tough. L'école de l'humour, c'est une bonne manière d'intégrer le milieu culturel. Tu l'as dit toi-même, tu as déjà 20 personnes qui baignent là-dedans. Et ce qui est cool aussi de faire l'école de l'humour, moi, ce que j'ai vraiment adhéré à l'École nationale de l'humour, c'est que moi, une des raisons pourquoi je me suis inscrit, c'est tout le monde me parlait de soirée d'humour, mais je ne savais pas été où. C'est ça. Si je fais l'École de l'humour, je vais tout les savoir. C'est une manière de l'intégrer. C'est ça. C'est un autre critère. Un autre critère, aimes-tu l'école? Si t'aimes pas, je comprends. Si t'aimes pas l'école, t'es faite. Ça reste une école. Ils n'ont pas appelé ça une école d'art, c'est différent de la création. Ça reste une école. Ça reste, t'es obligé d'être dans un immeuble entre 9h et 16h. Et il y a des gens, ils haïssent ça. Ils ont mal à la tête. Mais ce qui est vrai, puis je rajouterais une autre chose, qui est es-tu ouvert d'esprit? Ouais. Pour vrai. Es-tu prêt à te faire dire ça marche pas? Es-tu prêt à te remettre en question? Es-tu prêt à faire l'opposé totalement de ce que tu avais prévu faire en 24 heures? Tu sais, il faut être ouvert d'esprit parce que faut être prêt à subir des échecs. Puis il faut être prêt aussi à changer d'idée puis à admettre qu'on a tort. Ouais. Moi, ça a été... Tu sais, je sais que ça a été une affaire que je me suis dit, est-ce que je suis prêt à revivre des échecs? Puis ça a été un gros combat, là, mais je pense que ça, c'est très important. Puis je rajouterais, sincèrement, si tu es un geek d'humour, tant mieux, c'est vraiment un plus. Mais étudie avant d'y aller. Fais juste un tour d'horizon de ce qui se passe puis ce qui s'est passé. Juste, tu sais, pour savoir qu'il existe au moins ça. Parce que ce qu'on voit à la télé, c'est pas aussi riche que ce qui existe en vrai. Mm-hmm. Fait que ça, c'est une chose que je recommande beaucoup, beaucoup aux gens. Avant-dernier point. OK, là, je l'ai oublié. Dernier point. T'as quel âge? Là, en ce moment, à l'école ou comme... pour faire l'école. Pour le critère, je veux dire, t'as quel âge? C'est super important pour faire l'école. Moi, j'ai commencé l'école, j'avais 24, mettons 25. À mon avis, ça commence à être à la fin. Ça commence à être un peu vieux. Faire l'école à 27 ans, c'est extrêmement difficile. Je t'explique pourquoi. Tu vas faire l'école avec des gens de 19. Ouais. Puis faire des gens avec l'école 19, qui ont le cerveau frontal pas fini, c'est frustrant. Ouais. C'est très, très, très frustrant. Alors... Moi, je recommande jeune vingtaine, mettons. Ouais, jeune vingtaine, c'est une vraie bonne idée. Alors, ça serait les critères. Tu vois, le conservatoire, je l'ai fait à 19 ans, puis c'était trop jeune. Puis 25, je trouve que je commençais à tirer vers la fin. Ou t'es vraiment... Fait que ça serait, pour moi, c'est les critères pour faire l'école de l'humour. J'en ai parlé avec le podcast. Mais ça dépend, parce que t'as des auteurs vraiment bons qui ont une trentaine d'années, puis tu sais, ils ont travaillé en pub ou je sais pas quoi, puis ça marche quand même, là. J'ai pas d'exemple qui me pop vite. C'est ça. Léa Streliski, mettons. Léa Streliski, c'est une aberration parce que c'est pas tout le monde que son père, c'est un gars qui a une boîte de pub et qui a fait la truc. Mais c'est indépendant de ça. Moi, je te parle de son talent. C'est des connexions. Avant tout, c'est... Mais je te parle... Non, Léa, elle a un grand talent. Oui, elle a beaucoup, beaucoup de talent, mais ça aide à avoir des connexions en art puis en culture. C'est pour ça que faut noter ça. En tout cas, je pense que... Oui, une autre exemple. Si tu as des connexions en art, fais l'école de l'humour. Si tu n'as pas vraiment de connexion en art, je t'encourage à pas faire l'école nationale de l'humour. Pourquoi? Parce que ça aide quand ton père ou ta mère est dans ce milieu-là.
Mon père et ma mère n'étaient pas dans ce milieu-là en tant que tel. Je veux dire, ils le commentaient, mais ça m'a aidé. Ça aide. Toi, tes parents, ça t'a aidé qu'ils soient pas... Tu sais, je veux dire, ça n'a rien changé. Ça là. change énormément. Avoir le nez en or, surtout en télévision, avoir des gens... Ben non, mais nous t'avais le petit-fils et le fils de quelqu'un de genre de... Ouais, Vinny Filiatro. Ouais, c'est ça. Ouais. Je peux pas dire que ça a été une influence exceptionnelle dans son parcours humoristique. Il y en a que ça marche pas, mais souvent, ça aide d'avoir des gens. Mais il faut le mentionner. Je veux dire, il faut le mentionner. Ouais, mais c'est pas vrai en même temps que si t'as ça, c'est nécessairement un plus. C'est un plus. C'est un plus a priori, mais c'est pas nécessairement la finalité. C'est pas la finalité, mais c'est un plus. Ben, peut-être, mais c'est comme dans n'importe quel domaine. Si t'as une connexion X, Y, Z, ça aide. Bien entendu. Ça aide. Mais là, moi, je trouve que... Moi, c'est ça. Moi, je suis beaucoup plus méfiant face aux bars. Pour vrai. Oui, ça, je suis Parce juste que c'est un avant, parcours obligé, les bars. Et juste avant, moi, j'aimerais mentionner que l'école, pour moi, ça a été extrêmement bénéfique. Moi aussi. Pourquoi ça a été bénéfique? Premièrement, j'avais aucune éducation. Je vais le répéter, mais moi, j'ai rentré à l'École nationale de l'humour. J'avais même pas secondaire 5. J'ai dû faire un faux diplôme pour rentrer. C'était à point là que j'ai pas l'éducation. Wow. J'ai fait un faux diplôme pour pouvoir pour rentrer là. Fait que ça m'a vraiment aidé en français avec le Dilala qui m'a vraiment aidé en français. Professeur exceptionnel de français. Le meilleur professeur de français que j'ai jamais eu de ma vie, c'est à l'École nationale de l'humour. Ça m'a vraiment aidé. J'ai appris à écrire. C'est quelqu'un qui t'apprend à écrire et lire aussi. Ouais. Un truc qui manque à l'École nationale de l'humour, cours de littérature. Ouais, ça je suis d'accord. Autre chose aussi, c'est ça, j'avais pas d'éducation, j'avais pas de connexion au milieu des arts, je connaissais personne. Et à l'époque, moi, en 2010, il y avait deux choses qu'il n'y avait pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup changé. Premièrement, il y a les réseaux sociaux. Ouais. Fait que tu peux te faire... tu peux connaître plein d'affaires juste grâce aux réseaux sociaux. C'est grâce à... Google et Facebook et Instagram peuvent te faire une éducation humoristique, des connexions. Tu peux parler à Arnaud Soli. Ouais. Puis il peut t'aider. Ouais. Ce qui n'était pas possible en 2010. Fait que ça change. Et autre truc qui a changé depuis 2010, il y a beaucoup... Les podcasts, ça aide énormément. J'avais pas ça, moi. Le seul truc que je connaissais de l'humour du temps de l'humour, c'était une série documentaire extraordinaire faite par André Duchamp qui s'appelait Humour PQ. C'était le fun, ça. C'était bon. Mais tu vois... Effectivement, quand moi je suis sorti de l'école, là, ma dernière année, on a eu des cours de réseaux sociaux parce que c'était nouveau. Là. Comment faire une web-série, comment... parce que l'école de l'humour, pour moi, c'est beaucoup plus une école de création artistique qu'une école spécifiquement sur l'humour. C'est une école que si tu as une idée, quelle qu'elle soit, est-ce que... Ils vont t'aider à l'aboutir. Oui, ça se peut que la scène de ton idée comique, la scène soit pas le plus approprié, que ça soit sur le web. Ça peut être un jeu, ça peut être un court-métrage, ça peut être n'importe quoi, mais ça peut être un roman, là, un truc écrit. L'école de l'humour te donne les outils pour matérialiser tes idées. Ça, là, c'est mine de rien, c'est vraiment important, je trouve, quand tu as une vocation artistique dans la vie. Puis, pour finalement arriver au Christ de bar, les bars... juste avant. OK, encore? Après, on va au bar. J'en ai parlé à François Bellefeuille, puis je le répète. Si j'étais Thomas Levac en 2020, puis j'avais 20 ans, je serais pas obsédé par faire l'École nationale de l'humour. Toute mon énergie, je ne mettrais pas à faire l'École de l'humour. Je voudrais travailler au bordel. Je comprends, ouais. Tu vas avoir une bonne école de l'humour, travaille au bordel. Trouve-toi une gig au bordel. Quelque chose qui est la grande majorité des gens qui travaillent au bordel, soit travaillent devant ou derrière la scène. On a Preach, on a Mathieu Lacroix, on a... Des noms m'échappent, mais il y a beaucoup de gens qui apprennent. Missoun, qui est super dans le milieu. Mélissa Fauteux, tu veux apprendre, va très au bordel. Ben, en fait, tu veux apprendre. Moi, ce que j'ai fait l'année avant d'aller à l'école de l'humour, l'automne, j'ai fait deux choses. J'ai été à tous les mardis du Saint-Cyboire. À l'époque, c'était les mardis du rire. Super important. Truc que je répète à tout le monde. Dans le milieu de l'humour, si t'es humoriste, si tu veux faire de l'humour, tu rentres gratuitement dans les soirées d'humour en abusant. Pire. Dis que j'ai fait plein, dis que t'es humoriste, même si c'est pas vrai, va voir des shows. Mais c'est vrai, c'est ça. C'est accepté, c'est une convention. Ouais, c'est une convention. Tu te mets en arrière, tu fais pas trop de bruit, tu regardes les spectacles, tu regardes les numéros. Ouais, j'ai pas le bruit de pas faire de bruit, ça je l'ai pas fait. Pendant tout un an, moi j'ai vu... en fait, à un moment donné, c'était drôle parce que je connaissais tous les numéros de tout le monde pendant un an. Tu sais, genre tout le monde. Ouais, n'est-ce pas, c'est ton sel. Il y a une raison pourquoi Phil est rendu où il est rendu. Pas à mon podcast, ça c'est triste. Là. Notre podcast, pardon-moi. Oui, c'est ça. Je répète, c'est notre podcast.
Écoute les numéros des autres, niaise pas sur ton sel. Va pas une soirée d'humour juste pour flâner, là. Regarde. Puis, fait que ça, j'ai fait ça. Après ça, j'ai fait les cours du soir juste, tu sais, parce que j'avais rien fait de ma vie en humour. Puis les cours du soir, je sais pas ça coûte combien, mais... C'est genre entre 200 et 400. C'est ça. Puis c'est une fois par... Mais c'est vraiment une activité sociale pour certains. Tu sais, le niveau... fais-le pour toi, le cours du soir. T'as autant quelqu'un qui veut faire l'école de l'humour, quelqu'un qui fait des bars, que quelqu'un que moi, je vends des chars puis je suis drôle. Puis c'est ça, ou quelqu'un, genre, l'hiver dernier, je faisais du tricot, puis là, je vais apprendre à danser le hip-hop, puis là, cette semaine, c'est ça. Fait que... Mais fais-le pour toi, les cours du soir. Juste évalue ton propre niveau, ton aisance. Ça se peut que tu fasses comme « Ah, vraiment, une blague, c'est plus facile que je pensais, ce qui m'est arrivé, heureusement. » Ou au contraire, « Ah, non, ouais, tu vas écrire une blague sur papier, je comprends pas. » Mais je trouve que c'est quand même une mise en bouche intéressante, ne serait-ce que juste une auto-évaluation. Parce que c'est pas... T'as beau lire là, tous les livres, le Comedy Secret, tout ça... C'est quand même le fun d'avoir un retour de quelqu'un puis une genre de date de tombée. Tellement. En tout cas... Et là, quand tu finis l'école de l'humour, arrive la petite période des bars. Les bars. OK, les bars, je suis pas contre, mais je pense que c'est dangereux. Je t'écoute. Parce que ton analyse là-dessus est brillante. D'abord, les bars, rapidement, moi, je bois jamais dans les bars. Jamais. Je reste pas non plus très souvent après. Parce que je trouve pas que les bars... En tout respect pour les gens qui font ça, je trouve pas que c'est un milieu sain en général, les bars, point. Tous les barmen vont te le dire. C'est ça. Je trouve pas que c'est un milieu sain, le milieu des bars, point. Même pas de spectacle. Rester là-dedans, je trouve que c'est très difficile, même comme serveur, même, tu sais, quand... C'est ça, tous les gens qui s'éternisent dans les bars, moi, c'est pas une chose à laquelle je veux... qui m'évoque quelque chose de positif. Donc, pour moi, les bars, je vois ça comme un gym d'humour, littéralement. C'est là où tu vas développer tes techniques. C'est là où tu vas essayer tes affaires. C'est là où tu t'arrives, tu as le droit à l'erreur. En fait, les vendredis dont on parlait, c'est aujourd'hui un peu ça, les bars. Sauf que, il y a vraiment un sauf que. C'est brillant ce que tu vas dire. Sauf que quand tu commences, tu veux être dans les bars parce que c'est ta seule façon de pratiquer. Ta seule. À moins d'être l'ultra élu de une fois en 5 ans, nommément Catherine Levac, que tu vas faire un gala juste pour rire à ta première année après ton école, ou l'été, je pense même, de ton école. En tout cas, ça n'a pas de bon sens. En fait, ça, du bon sens. Tu avais beaucoup de talent. Oui, non, c'est ça, mais je veux dire, c'est exceptionnel. Il ne faut pas se baser là-dessus. Là, c'est ça mon point. Tu n'auras pas le choix d'être dans les bars. Ce qui arrive dans les bars, c'est que tu arrives de l'école, tu as ton style, tu as travaillé de quoi. Ah, toi, tu aimes ça faire des jokes de manga, puis je sais pas quoi. Tu sais, genre, c'est ça ton trip. Là. Je fais des jokes de manga, puis de l'animation. Tu arrives dans les bars. Avant toi, il y a, pour pas le nommer, Dave Godet qui arrache tout en dansant puis en chantant. Après ça, t'as un autre gars qui va te raconter d'une anecdote qui s'est fait couper l'urette parce que je sais pas quoi. Ça torche tout. Toi, t'arrives avec tes mangas. Oh, j'ai une mauvaise nouvelle. Il y a 97% de chances que ça plante. Ça se peut que ça marche, mais ça va être une fois sur 8. Fait que là, ce qui commence à arriver, puis ça a été exactement mon cas, moi, j'arrive, mon premier bar à vie, je suis encore à l'école de l'humour, t'imagines? Je fais un spectacle à Sherbrooke, je me souviens même pas où. J'arrive avec mon cadre de Marlène Dietrich, puis je raconte Marlène Dietrich dans un bar perdu à Sherbrooke. Imagine le flop, OK? Mais j'arrive en complet 3 pièces, je suis un peu... Tu sais, genre, je maîtrise rien. Puis là, je fais... T'as peur? J'ai peur, puis en même temps, je veux tellement réussir que tout échec est comme pas faisable. Fait que, en tout cas... Puis là, ce qui se passe, c'est que rapidement, tu veux te faire réinviter dans les bars parce que c'est un circuit, mine de rien, les bars un peu. Là. C'est que quand tu rentres dans ce circuit-là, tu te fais inviter dans une autre soirée. Puis là, c'est comme ça que tu écris des numéros, c'est comme ça que tu pratiques. Ça devient une course à ça, finalement. Mais pour ça, il faut que tu rentres un peu parce qu'ils vont pas t'inviter si tu... À moins que ton ami soit le booker, mais globalement, ta réputation... Fait que il y a un truc où tu commences à ce qu'on appelle les plis de bar. C'est là qu'ils commencent à apparaître tranquillement. C'est quoi un pli de bar, selon toi? Les plis de bar, je pense que c'est trahir ton vocabulaire initial, premièrement. Beaucoup de choses. Deuxièmement... Dire calice quand ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Deuxièmement, dénaturer un peu la profondeur de peut-être ce que tu veux faire initialement. Oui. Parce que tu te dis, j'ai 5 minutes, je suis dans un bar, il y a du monde qui m'écouteront pas, ou à peu près. Mais quoi que ça a beaucoup changé, là. C'est plus vrai, ça. C'est plus vrai, mais tu as 5 minutes, faut que ça... Quand ils écouteront plus, c'est plus s'ils ont des selles. C'est ça. T'es mieux d'être bon. Puis il y a 5 minutes avant toi, 5 minutes après toi, tu le sais pas, fait que tu veux rentrer fort. Je me prends comme exemple, moi, je pense, dans la vie,
Je rentre pas tout le temps, mais tu m'écoutes. C'est ça. Je sais comment prendre l'attention du monde. Puis là, si tu passes après moi, t'es mieux d'avoir une prémisse qui est accrocheuse. Tu sais. Après ça, c'est les plis de barre, c'est commencer à se comparer à l'extrême aux gens qui te précèdent, qui te succèdent, puis qui font Ça, partie de la même chose. je vais jamais sortir de ça, moi. Ben non, c'est ça. C'est impossible, mais c'est comme, faut faire attention. Je comprends. Parce que c'est comme ça que tu commences à imiter mal les succès que tu vois, parce que tu fais, oh, il vient de faire ça, j'ai quelque chose qui pourrait peut-être rentrer dans cette corde-là. Puis là, finalement, tu commences à avoir une corde un peu. Tu sais, lui, il fait ça en si bémol, puis toi, tu fais ça en si. Ah, puis c'est. Tu sais, Excuse-moi, je mets. Un autre pli de barre, c'est faire les mêmes sujets. Exactement. Ça, c'est une autre affaire. C'est fini, là, mais il y a une époque où tout le monde avait un numéro sur Tinder. Oui. Les mêmes jokes à peu près. Facebook, n'importe quoi. Moi, quand je commençais, c'était beaucoup les jokes de Facebook, de bébé, puis tu sais, comme je m'en torche. Je me souviens une période, je pense en 2012 et 2014, tout le monde avait la punchline suivante de marde. Oui, aussi. Hey, ça, c'est vraiment une idée. De marde. Avec cette notation. Moi, tu vois, c'était l'émergence. Il y a eu un chevauchement, une année glorieuse où t'avais, quand j'ai sorti, t'avais le fameux procédé setup, prémisse, cri. Je comprends. Tu sais ce que ça veut dire? Bien sûr, je le fais encore. J'étais avec ma mère, on s'achète des brocolis, j'ouvre le brocoli, ça pue le calice! Ça. Ah, ça, je suis pas là. Moi, j'ai vécu les heures de gloire puis on devine que, en tout cas, oui. mais... oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Moi, j'ai vécu les heures de gloire parce que... Moi, je crie dans la prémisse. Mais c'est parce que... Ah, tu vois, mais c'est parce que François, il venait de péter partout, puis François a un peu amené ça, mais François, c'était complètement... Tu sais, c'était psychologique, c'était... Puis il jouait quelqu'un qui a des troubles mentaux. Exactement. C'était en complètement d'adéquation avec son style. Fait que, tu sais, c'est ça qui est fort, c'est que tu inventes un style à la limite, là. Sauf qu'après ça, t'as eu... Il y a eu bien des wannabes Lou Josea. Ben oui. Lou Josea a eu plein de clones. Ben moi, j'ai eu une passe. Moi, j'ai eu une passe un peu François où je criais mes punchs parce que ça faisait son effet pour vrai. C'est ça que je veux dire par pli de barre. C'est pas un pli genre si je me gratte la poche puis crisse les filles. C'est pas ça. Les plis de barre. Quoique. Non, les plis de barre pour moi, c'est que tu rentres dans un état de survie puis pas de vie. En fait. T'es dans un état où faut que juste tu rentres puis que tu sois réinvité. Donc, tu commences à faire des choses que, normalement, initialement, ben, je sais pas si t'as pas le goût de pas les faire, mais en tout cas, où t'as toute une bulle où tu te dis « Ah, je ferai pas ça parce que ça marchera pas ». Ce qui est vrai en passant. C'est pour ça que je trouve ça... Moi, je compare ça au gym, c'est que je me dis, imaginons un joueur de hockey. Un joueur de hockey qui va jamais au gym, à un moment donné, il va se faire rattraper. Puis il pourra plus suivre la game. A contrario, un joueur qui va juste au gym puis qui joue jamais sur la glace, il va être déphasé, il n'aura pas la rapidité, il n'aura pas les réflexes. Il faut un équilibre des deux. C'est pour ça que je trouve que c'est important de, parfois, même quand tu commences, accepter des corpos parce qu'il va y avoir une condition, une coche. Quoique les corpos, c'est un jeu dangereux, là. Extrêmement dangereux. Mais je veux dire, des spectacles... Moi, je crois bien plus au pli de corpo. Ouais. Mais je veux dire, ce que je veux dire par corpo, c'est un spectacle plus formel, mettons. Un spectacle plus formel où faut la scène théâtrale, là, dans le lieu géographique du théâtre, je trouve que c'est un endroit où, d'emblée, les gens sont très ouverts d'esprit en général. Tu sais, je te dis pas... Mais je te dis en général, un numéro de quelqu'un qui fait des jokes de manga avec des projections, des ci, des ça, ça peut marcher beaucoup plus facilement sur scène que dans un bar. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans un bar, mais c'est ça mon point. Puis, il faut voir ça comme un gym, c'est-à-dire, vas-y, c'est important, va travailler. Je suis d'accord. C'est pas une finalité. Ça, c'est l'autre danger. C'est que tu commences à... Parce que ça aussi, c'est un danger que je trouvais. C'est que là, tu commences à... Le circuit, en tout cas, quand j'ai commencé il y a 7 ans maintenant, tu commences open mic, 5 minutes. Là, tu passes en 10 minutes, 15 minutes. Payé, oui. Et là, wow, t'arrives au Graal, Tedline, une soirée, un 45 minutes. Mais là, tu sais, Tedline, 45 minutes à Gatineau, à Saint-Lazare, dans les grosses places là, très, très importantes. Avec l'idée, pour le mentionner, c'est souvent à l'extérieur de Montréal. Oui, en plus, donc c'est bien payé. Juste mentionner qu'est-ce que c'est Headliner, c'est que tu as un spectacle où tu fais entre 1 demi-heure et 45 minutes. Minimum. Et un ou deux humoristes juste avant toi qui font 15 minutes. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est les soirées les plus officielles, on va dire, en général. Mais en fait, c'est pas les soirées relève débutantes. Là, et j'aimerais le mentionner, faire 45 minutes
et faire 10 minutes, c'est 2 métiers. C'est 2 métiers complètement différents. C'est pas le même sport. Donc, tu as besoin de cette école-là pour apprendre à faire un 45 minutes pour éventuellement écrire un spectacle. C'est pour ça que c'est important. C'est essentiel. Mais il faut que tu saches, il faut jamais que tu perdes de vue que tu es dans un gym pour moi. C'est tout. Parce que tu veux pas devenir le douche qui reste au gym puis qui fait rien puis qui oublie le jour des jambes puis que finalement tout est déséquilibré. Il est pas capable de se battre dans un ring, il est pas capable de faire du sport, il n'y a pas de cardio, il fait juste pomper de la fonte. Tu veux pas devenir ça. Mais en même temps, t'as pas le choix aussi de te muscler. Puis, tu sais, mettons, moi, pendant une saison complète, je travaillais une sorte de rire particulièrement. Le rire incontrôlable, tu sais, comme Oui. le rire en mortaise un peu. Je travaillais ça. Autrement dit, je travaillais mes prémices. Puis l'autre chose, je travaillais mon crowd work. Puis ça, je pense que mon conseil que je donne aux gens qui commencent, c'est vraiment... Puis là, tu sais, on a dit que les gens qui donnent des conseils, c'est jamais des bons humoristes, mais... Oui, c'est différent parce que nous, c'est un podcast. C'est pas, on va dans un bar puis on dit aux gens, t'es trop sloppy. Quand on me pose la question, t'as-tu un conseil, je dis toujours, cherche ce que tu veux travailler. Ah, c'est brillant. Travaille une chose à la fois. Travaille une chose à la fois. Travaille ton intro. Travaille ton entrée sur scène en premier. OK. Après ça, travaille genre tes segments, tes segways. Travaille tes segways. Travaille ce qu'on appelle des segways. C'est une transition. C'est passer d'un sujet à un autre. Exact. Travaille tes transitions. Puis là, quand tu commences à être capable d'avoir l'ABC d'un bon numéro, là, la technique, j'arrive bien sur scène, mes blagues marchent, ma structure, évalue, tu sais, joue. Moi, je faisais ça aussi à mes débuts, mon numéro de tournée, parce que quand tu sors de l'école, ton numéro de tournée, c'est à peu près la seule affaire que tu as, qui est un 7 minutes convenable. Puis généralement, tu réalises que tu as 3 minutes 30. Ouais. Qui fonctionne dans un bar. Exact. Puis c'est convenable à condition que ta présentation soit... Il sort de l'école de l'humour, fait que là, tout le monde est au courant que... Parce que si c'est juste Philippe Audrey, ça se peut que les gens fassent comme épelaille. Mais, tu sais, travaille un segment à la fois, puis là, à un moment donné... Là, tu commences à travailler autre chose. Moi, c'est ça mon conseil. C'est juste genre, commence à travailler, OK, mettons, l'intonation, commence à travailler le jeu, commence à travailler... Puis, je sais pas à quel point c'est nécessairement, tant mieux si c'est le cas, puis ça, c'est sincère, je sais pas à quel point c'est absolument nécessaire d'arriver avec ton personnage clairement dès le départ. Parce que ton personnage a vraiment changé. T'es Moi, même pas obligé d'en avoir un. C'est ça. Entre celui que j'étais en sortant de l'école... Mike, c'est vraiment le même gars dans une loge que sur scène. C'est vrai. Mais ça, c'est de l'extrême maîtrise, là, si tu veux. Bien sûr, mais je veux dire, ça existe quand même. Oui. Mais tu sais, mettons, moi, je suis sorti de l'école, j'étais toujours en 3 pièces, la petite chaînette, je regardais à terre. C'était vraiment un personnage très, très intense que j'avais, très fort là, comme couleur. Là. Je te dis pas la qualité, je te dis juste comme couleur. Puis là, tu sais, en France... est apparue la France. Puis là-bas, la culture du personnage n'est pas la même qu'ici. Ici, on accepte qu'un François Bellefeuille, c'est un personnage. On accepte que les Denis Drolet, c'est des personnages. Là-bas, quand j'y étais, un personnage, il y a un 4e mur, c'est un sketch. Un personnage qui fait du stand-up, qui n'a pas de 4e mur, c'est comme wow. Il y a une raison pourquoi tu parles de ça, parce que toi, comment tu as réalisé que les bars, tu tournais dans le vide? OK. C'est Like Moi est apparu à ma première année après l'école, genre en tout cas. Brag! Ouais, j'étais très chanceux et le succès. Non, t'as du talent. Mais ce qui est apparu, c'est que les gens, Like Moi pop, c'est à peu près la seule chose qu'il y a à dire sur moi à cette époque-là. Ce qui est grandiose. Il est dans Like Moi. Mais ça commençait tout le temps. Le prochain humoriste, vous le voyez à la télé. Fait que là, excitation. Dans Like Moi, oh shit, c'est Catherine, c'est Adib. Non, c'est l'esti d'inconnu que personne... Puis moi, j'ai 1 an d'école j'ai 1 an à peine d'expérience professionnelle. Tu sais, je suis au même stade que tout le monde qui n'est pas à la TV, finalement. Fait que j'ai pas de maîtrise. Puis, mais ça marche pas. Les gens s'attendent à de la qualité de Marc Brunet, puis c'est de la qualité de Philippe Audrey qui vient de sortir de l'école. Grand gap, quand même, là, à combler. Fait que là, je sentais la déception. Puis j'ai fait, ça marche pas. Il faut que je sois meilleur. Mais j'acceptais pas d'être meilleur en étant poche devant du monde qui avait des attentes. Fait que j'ai fait, je vais aller à une place où, d'après moi, mes préjugés, le niveau est pas fort. Brillant. La France. Et où il n'y aura pas de problème linguistique. Parce que je peux bien aller en Russie, mais ça va être pénible. Puis je vais en France. Et t'as un français. Oui, qui me permet d'être peut-être plus compris. Moi, si jamais je vais en France, il faut que je travaille ma diction. Mais tu vois, je suis arrivé là-bas, bonsoir. Oula. Tu sais, ça a commencé de même.
Oula. Ouais, j'ai entendu un oula. À mon premier bonsoir, j'ai fait, oh, ça va être pénible. Puis j'arrive avec mon veston, tout. Là, je sens que ça lève pas, ça marche pas, ça rit pas, c'est tough. Là, je fais, mais tu sais, c'est super, en premier spectacle. D'ailleurs, la fille qui m'a présenté aujourd'hui, c'est Camille Lelouch, qui est comme une très connue aujourd'hui. C'est ma première présence sur scène, peu importe. Farid aussi. J'ai rencontré tout le monde qui est ultra connu aujourd'hui à cette époque-là. Ouais, c'est très le fun. Puis, ce qui est arrivé, c'est que j'ai comme à un moment donné catché que eux, là, comment ça marchait. J'ai beaucoup d'affection pour la France. C'est très important, mais tu le sais. Mais d'ailleurs, comme... Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent. Commandite ce podcast. Ma moitié française est très présente, surtout pendant qu'il y a des matchs de soccer. Là, je deviens full-on français, là, mais je réalise que les gars, ils se font une interprétation, parce que c'est beaucoup des gars, là, c'est pour ça que je dis ça. Les gars qui font du stand-up dans les bars, je vais démêler. Quand j'arrive, il y a encore un genre de chevauchement de deux méthodologies par rapport à l'humour. T'as la scène des comédie clubs qui commence à apparaître. T'en as 3 ou 4 la première année où j'y vais. Et t'as encore ce qu'on appelait les soirées plateaux ouverts, qui sont dans des vrais théâtres. C'est comme des open mic, mais dans un théâtre, dans le fond. Oh, wow. Ouais, un peu comme le Théâtre Sainte-Catherine, pour ceux qui savent, à Montréal. Imagine qu'il y a une soirée micro-ouvert. C'est pas la même approche de l'humour du tout. Dans les plateaux ouverts, t'as vraiment du quatrième mur, de l'humour français cliché comme on trouvait pas drôle dans les années 90. Alors que dans les comédie clubs, c'est vraiment de l'humour de comédie club. Mais t'as ça qui se chevauchait beaucoup. Donc, dans une même soirée, tu pouvais faire un comédie club puis un plateau. Puis le point-virgule, c'est lequel des deux? Le point-virgule est plus dans l'idée d'un plateau de théâtre. En même temps, c'est tout le monde des bars qui va là. Fait que je comprends. C'est un hybride. C'est un peu comme le bordel. C'est pas un bar, mais c'est pas une salle de spectacle. Mais bien sûr, c'est une salle de spectacle. Mais c'est une salle de spectacle, mais dans une condition de bar. Fait que tu peux te permettre... En tout cas, tu sais, c'est un genre d'hybride très intéressant puis très important dans l'humour français, le point-virgule. D'ailleurs, c'est un honneur à ce jour pour moi d'avoir joué là. Et tout ça pour dire que je remarque que les gars, dans le fond, ils arrivent puis ils se font une interprétation de comment ils pensent que c'est dans les comédie clubs new-yorkais. Fait qu'ils sont ultra sloppy. Ils prennent le micro. Ouais, alors je suis avec ma meuf. Puis ils s'accotent sur le mur. C'est vraiment sloppy. Ils donnent vraiment l'impression que genre... C'est pas important. C'est pas important, man. Je suis cool, je suis mou. Là, je fais... Hey, moi, j'arrive avec mon petit 3 pièces, tout. Tu sais, ça marche pas. J'écrivais mon pacing. Tu sais, genre... J'arrive avec tout. Puis là, c'était comme... Fait que ce qui se passe, c'est que j'enlève mon costume puis je commence à être moi à 100% en France. Parce que je fais le costume, c'est une barrière. L'accent, c'est une barrière. Ma méthode de travail, j'ai 3 barrières que je peux juste... Il y en a une, l'accent, je peux pas l'enlever. Puis il y en a une que je peux enlever, mon costume. Et aussi le manque d'expérience, c'est une barrière. En plus, oui. Pour connecter avec un public que tu connais pas, c'est un talent et de l'expérience que tu as. Exact. Puis il y a un moment où j'ai fait... Il y en a que je peux cacher. Le style, je peux cacher justement le manque d'expérience. Fait que tout ce que je peux cacher, je vais le faire. Puis tout ce que je peux enlever, je vais l'enlever. D'où mon changement de travail. Puis là-bas aussi, j'étais tout seul. Fait que je faisais juste écrire tous les jours des observations, des trucs pour arriver le soir. L'ennui, c'est bon pour la création. Ouais, parce que aussi, comme ça faisait pas rire ce que j'avais apporté, je fais... Moi, c'est ce que j'adore du stand-up, vu que c'est un art, disons, qui coûte rien, là. Ouais. Tout vient de la tête. Ouais. Je me rappelle quand j'ai recommencé à faire après la pandémie. Pendant la pandémie, j'ai commencé à faire des spectacles, puis je détestais tout ce que j'avais, puis ça me déprimait. Puis je n'ai parlé à Steph, puis juste arrivé à la conclusion, repars à zéro, réécris du nouveau matériel. C'est pas grave. Ouais. C'est ce qui est gênant. Tandis que ton film, c'est ton film, t'as filmé, faut que tu dois faire du montage avec le matériel que t'as, ça a coûté cher. Si tu trouves que ça rentre pas ce que tu fais, mais fais autre chose. C'est pour ça que les musiciens puis les humoristes, il y a un côté repart à zéro si ça marche pas. Ouais. Puis c'est ça, fait que là-bas, j'ai commencé à écrire un numéro, puis ce numéro-là est devenu le numéro du régime dans mon spectacle. Comme il existe encore, là, mais ce que je veux dire, c'est comme il y a un truc que j'ai pas eu le choix d'écrire, puis là, ça marchait là-bas. J'ai réalisé que quand ça marche là-bas, ça marche ici. Puis c'est comme ça que je pense que j'ai vraiment... Puis à chaque année, je retourne en France comme un pèlerinage pour un peu... un genre de bootcamp, là, un genre de camp d'entraînement, de remise à niveau. Puis c'est pour ça que ça me manque énormément. mais oui, puis là-bas, j'ai compris les bars, j'ai compris l'importance de travailler dans un bar. D'être là,
d'avoir des objectifs très précis. Parce que les gars là-bas, les Faris, qui n'étaient pas encore Faris, j'avais rencontré Panayotis à l'époque, il avait genre 15 ans là, à peine, là, c'était un petit kid. Donnell, Jacksman, Jimo, tous ces gars-là, très cool. Je les voyais travailler, puis eux, ils travaillaient à la méthode française, fait que c'était vraiment nice parce qu'ils travaillaient tout avec l'héritage français, mais ils insufflaient les Américains. Puis moi, là, c'est là que j'ai vu, oh shit, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut que je travaille. Parce que je viens d'un parcours théâtral. Je viens de la rigueur théâtrale. Puis eux, ils ont l'espèce de côté humour, l'idéalisation. Pierre Thévenoud c'en est un. Pierre Thévenoud, en passant, là, moi, c'est un humoriste que j'adore, qui n'est pas très connu, là, mais Pierre Thévenoud, Adrien Arnoux, c'est tous des humoristes qui existent sur Facebook. Là, ils sont vraiment... Louis Dubourg, c'est tout du monde vraiment, vraiment, vraiment bon. Vraiment bon. Puis Tania Dutel aussi, je vais la nommer. Un truc que je trouve fascinant... Je vais toutes les nommer, Fadili Camara. C'est tout du monde que j'ai en fait. Wow! Un truc que je trouve fascinant en France, c'est aussi au Québec, on construit. Comment expliquer? Le but au début, c'est quand tu fais des 7 minutes, des 10 minutes. Ouais. En France. C'était pas ça. Ah ouais, ça fait 3 fois que tu montes sur scène. J'ai 1 heure. T'as 1 heure. Ouais, mais ça m'est arrivé, ça. Je te l'ai-tu compté, je pense, oui, au point virgule? Pas devant un micro. OK, mais je sais que je l'ai compté, je pense, au podcast de Guillaume Wagner. Mais je vais la compter parce que c'est trop extraordinaire. Au point virgule, je présente mon spectacle, puis ce qu'ils font, honneur ultime, sincèrement. Ils font une soirée, genre le dimanche, un peu genre teaser des spectacles de la semaine. Ouais. Fait que tu présentes un peu ton best-of de ton show, puis c'est juste pour que les gens y viennent, puis honnêtement, c'est très intelligent. Il faut mentionner qu'à Paris, il y a 8 millions de spectacles. Ouais. Il y a... C'est la capitale culturelle du spectacle. Il y a dans la culture, il y a les spectacles. Ouais. Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'à Paris, les appartements sont petits pis laids. Fait que les gens sortent. Ouais. C'est pareil pour New York. Il y a La raison pour laquelle il y a autant de il spectacles là-bas, c'est la raison pour laquelle il y a plus de spectacles à New York qu'à LA. À LA, il y a des maisons. Les gens sont bien dans leurs maisons. Ouais. À New York, tu as 3 colocs dans un 4,5. Ouais. Fait que tu sors. Dans un quartier poche. Ouais. Tu as un endroit pour dormir, ton appart. Fait que tu sors. C'est ça. Il y a autant de spectacles. Il y a ça à Paris. Alors, si tu veux présenter 1 heure, il y a une place qui va t'accepter. Puis c'est une ville qui est assez petite comparée à Montréal, mettons. Ouais. Fait que tu peux te déplacer très facilement en plus. Fait que... Puis en gros, ce soir-là, c'est un dimanche. Tu présentes ton best-of pour les gens qui passent par là. C'est dans le Marais, tout ça. À côté d'été mariage. Très important dans ma vie, l'été mariage. Hein? Puis c'est la seule place où je me sens underdress en veston. Et sincèrement, je suis très content. Je pense que la vie, ça devrait être ça. Yeah! Je m'attends pas moins de la vie d'être underdress en veston. Mais tu sais, pour dire que ce jour-là, il y a un gars qui est le guichetier du théâtre qui, parce que c'est le guichetier, parce qu'il travaille, OK, on va te donner un 5 minutes, c'est bien correct, il n'y a pas de trouble. Il part. Alors, confondez-moi pas, je ne suis pas David Guetta. Fait que moi, je suis déjà... Wow, ça part fort. Qui, à ce moment-ci, pense que t'es David Guetta? Lui. Tu ressembles un peu. Encore là... Mais David Guetta ressemble à plein de monde. Ben, c'est un peu ça. Tu sais, t'as les cheveux longs, blonds, puis t'as un grand nez. Là, ouais. Bon. Vous êtes plusieurs. Ouais. Et là, il commence, il fait des... Mais zéro rire, là. Mais pas genre pas beaucoup de rire, comme on dit, ça rit pas. Non. Zéro son. Funérailles, là. Funérailles. Il sort de scène, il fait ah ouais, si je pense. Ah ouais, ça a cartonné, je crois. Moi, je suis genre, moi, sincèrement, là, j'irais me calisser devant le métro si j'étais toi, mais OK, lâche pas. Mais là, on parle un peu, ouais, tu vois, je travaille ce numéro, bon, blablabla, tout ça, puis OK. Je fais une histoire vite, là, parce que le punch, c'est beaucoup plus dans l'après. La semaine suivante, il refait le même numéro intégral. Il a pas travaillé? Non, il a travaillé une affaire. Alors là, la chose, c'est, il dit, mettons, à l'origine, la semaine d'avant, il disait, ouais, alors, j'ai vidé le chaudron. Non, j'ai lavé le chaudron. Bon. Et là, la semaine 2, j'ai lavé mon chaudron. Et là, t'as une réaction qui est comme un genre de... Tu sais pas si c'est un rire, un éclat, une toux, tu sais pas. Un accident. Mais là, il sort, il fait, ah ouais, alors là, t'as vu le niveau? Eh ouais, je les ai bien eus, tu vois? Je les ai bien eus.
Ça rigolait, j'ai entendu. Ça rigolait. Je suis comme, ben écoute, on a notre interprétation. Belle trouvaille, ton mont est là. Tu sais, ça, c'est. C'est un déterminant qui change tout. C'est chirurgical, l'humour. C'est chirurgical. Je pense qu'il y a d'autres. Tu sais, c'est comme en fait si tu avais mis un plaster sur quelqu'un qui a un cancer généralisé, mais c'est un premier pas dans la médecine, je trouve. C'est important. Et là, comment ça marche là-bas? Chose que j'haïssais, c'est tu faisais les déprésentations. Donc, c'était là où tu disais, je suis en spectacle. C'est un moment quand même important pour annoncer que tu es en spectacle. Fait que moi, comme je suis québécois, puis j'ai haï faire de la promo dans la vie, évidemment, chef de la promo, chef de l'opportuniste, je dis pas que je suis en spectacle, je vais juste dire que ben, vous pouvez me voir au Jardin de Versailles et au musée. Je joue le touriste, puis ça rit, puis bon. Et lui, il arrive, puis il fait, alors, ouais, bon, ben moi, vous voyez, vous pouvez me voir au Théâtre Saint-Martin. Je sais pas si c'est le Théâtre Saint-Martin, mais en tout cas, le Théâtre du Quai, tu sais, ils ont tous des théâtres de la main. Alors, le Théâtre du Quai, je présente mon heure. Bon, alors, ce que vous avez vu, c'est le meilleur 5 minutes. Alors, il y a peut-être en 55 à travailler, mais globalement, je crois que je suis pas loin. Alors, merci de venir. Mais là, quand il dit, j'ai 1 heure, là, à ce moment-là, je fais quoi? Mais je dis ça devant tout le monde en faisant... Quoi, c'est pas vrai, là? Là, il y a un silence. Je fais, ah ouais, OK, t'as 1 heure. Puis là, je me mords les doigts, mais là, dans ma tête, je fais, t'as pas 1 heure. T'as même pas... 3 minutes 10. T'as même pas 10 secondes. T'as un salut, puis... Ça, tu l'as. Ça, Ouais, je vais te le donner. T'as une assurance. T'as une assurance. Donc, je tuerais pour ça sur l'assurance. Mais, d'après moi, l'affection qu'on va avoir de toi à la fin de ton heure, c'est le syndrome de Stockholm. C'est ton seul espoir qu'on ait le goût de te revoir. Séquestre-nous assez pour qu'on s'attache à toi parce que, sincèrement, les 5 minutes que je viens de vivre, 7 ans plus tard, c'est un des pires moments de toute ma vie en France. Puis, genre, je me suis fait frapper par un char là-bas, tu sais. Ah, c'est génial. Puis, je me suis fait domper à côté du périphérique aussi par ma première blonde. Wow. Fait qu'il y a beaucoup de très mauvais moments pour moi en France, mais il est quand même dans le top, mettons. Génial. Fait que c'est ça. Mais tu sais, pour dire que les bars, je pense que c'est un passage obligé, mais faut jamais oublier d'avoir une distance. La distance de l'armée dont tu parlais, faut jamais oublier de l'avoir. Je peux-tu défendre les bars pendant un petit moment? Ouais, vas-y. Mais faut vraiment que j'aille pisser, par exemple. Ben, prenons une pause. OK, je reviens, ça sera pas long. OK. Ah, je suis revenu, soulagé. Let's go. Je vais défendre les bars. Non, mais je suis pas contre les bars. Ouais, mais je pense qu'il y a des dangers. Parce que, encore une fois, on est différents. Celui qui parle, c'est un toxicomane alcoolique. Fait que ça, déjà, je suis à l'aise, moi, dans les bars. Je suis dans les bars depuis l'âge de 17 ans. Ouais, toi, t'as été forgé là-dedans. Là. C'est ça. Ouais. Il y a ça aussi que moi, ça a transformé ma vie. Puis c'est une grande partie de mon identité. Fait que bien sûr que je suis à l'aise dans les bars. Ouais. Moi, je suis un peu comme, tu sais, Treat Williams, là, quand il arrive dans le The Substitute. Genre du FBI Exact. qui tire. Ses élèves. Oui. On oublie que ce film-là, globalement, c'est un prof qui tire sur des élèves. Et il n'a pas ses élèves. Il était de quelle origine? C'était pas des anglo-saxons, Non. hein? C'était Non. pas des... C'est une finesse. Le cinéma américain d'action de série B des années 90, C'est la meilleure affaire. Il y a des bijoux. Steven Seagal, c'était magnifique. Qui bougeait jamais. Là. Ouais. C'est extraordinaire. Ni sa face, d'ailleurs. Il n'y a rien. Rien bougeait. Fait que moi, les bars... Steven, c'est un rock, là. C'est le meilleur gars. Fait que j'ai toujours trippé sur les bars et j'ai été forgé. C'est là que moi, j'ai appris à faire de l'humour beaucoup plus, à mon avis, dans les bars qu'à l'École nationale de l'humour. C'est en regardant des shows d'humour, c'est en aidant des humoristes à écrire des jokes. Je suis d'avis que les bars, c'est une superbe école. Non, mais c'est une école, mais c'est pas une finalité. Ben moi, je pense de plus en plus, ça peut l'être parce qu'il y a des gens qui n'auront jamais de one-man show qui peuvent vivre dans les bars. Fait que ça peut l'être une finalité et c'est une vie artistique, à mon avis, tout à fait adéquate. Il n'y a pas de problème à être dans les bars toute sa vie. À une époque, c'était un danger. Le monde disait ça. Hey, lui, là, il est juste dans les bars. Il n'y a pas de show. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, sauf que, attends. Oui, t'as raison. C'est pas grave si c'est ça ton but. Mais si c'est pas ça ton but... Mais ça, dans la vie en général, là, si tu fixes des objectifs puis tu les atteins pas puis tu as de la peine, ben ça, c'est un problème de philosophie puis c'est un problème d'attitude. De la vie, c'est... Je te trouve un peu sévère, là. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui diffèrent. Je pense que vieillir, c'est ça. C'est réaliser, ce que je voulais faire et ce que je fais, c'est différent. Puis c'est pas
toujours nécessaire d'être malheureux par rapport à ça. Je peux accepter que j'ai pas les mêmes idéaux qu'à 19 ans, puis c'est bien correct. Être esclave de tes rêves d'adolescent, ça peut te faire extrêmement mal. Mais il y a une réplique dans Up in the Air que j'aime beaucoup quand George Clooney il demande comment il s'appelle? J.K. Simmons, là, les deux grands acteurs. Ben, deux, en tout cas, un meilleur. Je préfère J.K. Simmons, là, c'est un grand acteur. Il dit pourquoi tu penses que les enfants trippent sur les sportifs professionnels? Puis J.K. Simmons répond parce que, genre, ils font des millions puis ils couchent avec des mannequins. Puis là, il dit non. George Clooney répond non. Ça, c'est pourquoi nous, les adultes, on aime les athlètes. Mais pourquoi tu penses les enfants? Puis c'est genre, il dit parce qu'ils accomplissent leurs rêves. Ils accomplissent leurs rêves d'enfance, dans le fond. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très important de chérir ton rêve d'enfance, puis qu'à 19 ans, si ton rêve, c'est ça, puis tant que tu l'as pas réalisé, il y a des choses, des fois, je trouve que c'est important de ne pas l'abandonner. Là. Moi, ce que j'avance, c'est que les objectifs que tu t'es fixés quand ton cerveau était pas fini, gare à ça. Gare à ça. Là, tu es en train de dire que peut-être que je serai jamais un noble français. Non, c'est ça, peut-être. Mais tu peux quand même être super heureux en étant... Ça veut dire que je dois renoncer à mon titre de marquis? Je pense que oui. Mais en étant un prolétaire de Rosemont, tu peux triper. Ça va quand même marquer... Ça va quand même manquer profondément à ma vie si j'ai pas un titre de noblesse quelconque. Je te donne... T'es un prince? Oui, mais c'est... Devant moi, t'es un prince. Ouais, mais... C'est ce qui compte. Ouais, mais j'aimerais ça avoir une petite trompette quand j'arrive à quelque part. Moi, l'occupe. Je vais apprendre à jouer la trompette. Tu vois, une chose que je faisais dans les bars et que je recommande pas, ma musique d'intro, parce que tu fais toujours... là, t'as tout le temps un walk-in, on appelle. Ouais. Là. Mon walk-in, c'était un extrait du discours de Suède de Camus en 1957. Ah, sacrifice. Je comprends. C'est ça. Je comprends. Tu vois, moi, je jouais là-dedans. J'aimais bien. pas ça. Fait que ma façon de manifester le fait que j'aime pas ce qui se passe, c'est de faire chier tout le monde. C'est une belle stratégie. C'est génial, ça. C'est génial. C'est une stratégie qui a payé quand même. Un grand conseil, aime ce que tu fais en général. Ça va aider. Mais j'aimerais parler un peu des bars, des trucs, si tu veux commencer à faire... Premièrement, j'ai un truc. Si jamais tu penses à faire de l'humour, mais t'es pas sûr, mais tu sais pas si t'es prêt, book-toi une date avant d'avoir une seule ligne d'écrite. Si t'as une date puis t'as pas de ligne d'écrite, tu vas écrire. Ben, si t'en as 2 3, c'est pas grave non plus, hein? Je sais, mais ça aide. Ouais. Ça aide à être devant le fait accompli. Oui, devant le fait accompli. Non, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Les deadlines, moi, je pense que c'est très important. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Va au plus d'open mic possible. Pour ceux qui commencent, est-ce que je pense que l'objet... Moi, il y a une affaire que je pense qu'on sous-estime beaucoup. Tu vois, ça a été ça que j'ai réalisé l'été du ZooFest, mon premier été en 2011. Mm-hmm. On sous-estime beaucoup à quel point les humoristes, même les plus connus, sont plus accessibles puis plus ouverts d'esprit qu'on pense pour aider. Ouais. Fait que comme si t'en croises un, là... Jazz. Ouais. Jazz. Vraiment. Vraiment, vraiment. Sois pas intimidé. Non, on n'est pas intimidant. On reste des gens. On parle... J'aime comment tu parles du « on » puis que moi, je parlais du « il ». Toi, tu t'inclus, là. Toi, t'es... Moi, tu sais, je pense... Je fais ça dans la vie. Ils reviennent, je gagne ma vie de même. On est des humoristes. Oui, ouais, mais en tout cas, tu vois, moi, je suis encore... je dis encore, quand on me demande ce que je fais, justement, dans mes cours de moto, là, mon travail, je dis toujours travailleur autonome dans le milieu culturel. Génial. Mais ça, c'est quelque chose que les gens vont tout de suite remarquer. Pas mal moins humble que toi. Je pense qu'ils ont observé ça, là. Ouais. Pas mal plus bully et agressif que toi. Ouais, mais c'est ça. Fait que moi, Nous autres, les stars... Ouais, les stars. Moi, Louis-José, Yvon, Mike puis Elise, on Puis pense Martin que... Matt aussi. Ouais, et Martin Matt, que... on pense que... C'est quoi que vous pensez dans votre groupe? Ouais, on a un groupe spécial. Ouais, c'est ça. Comment... Ben, le port du groupe, c'est Thomas, arrête de pleurer. Dis à ton père d'arrêter de pleurer devant... Laurence devant Laurence Lefebvre. Arrête, s'il te plaît.
Dis à ton père d'arrêter de brailler. Pour ceux qui savent pas, c'est parce que mon père a vu Laurence Leboeuf dans une histoire boulangerie. préférée. Puis il s'est juste mis à pleurer devant elle en lui disant merci pour tout ce que tu as fait pour mon fils. Puis elle m'a jamais vu, cette femme-là. Elle a jamais été dans le même immeuble que moi. Fait qu'il y a juste un vieil homme qui pleurait pendant qu'elle achetait une baguette. Ce qui est sincèrement un moment, j'espère pas le vivre, mais je trouve que c'est un moment très beau. Ah, mon Dieu. Comme démonstration d'affection. Parce qu'il faut aussi savoir, mon père a un physique ingrat. Fait que lui qui pleure, c'est terrible. Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup cette histoire-là. Parce que j'imagine juste Laurence Leboeuf qui est comme, OK, merci. Mais c'est une actrice, fait qu'elle a sûrement joué. Donc tout va bien, puis ça va bien. Là. Ben oui. Ah, c'est génial, ça. Vive savoir jouer. Les actrices, c'est... moi, je les aime beaucoup, les C'est filles. extraordinaire. J'ai une anecdote de plateau. Je peux-tu la compter? Parce que tu veux, c'est ton podcast. Quand j'ai tourné de Père en flic 2, il y avait... non. C'est quand même drôle, ça. Oui. C'est mon premier gros film. Il y avait, en tout cas, où j'ai un rôle. Parce que des fois, tu vas juste dans des films, C'est ça. c'est pas drôle, bah oui. Et donc, toutes mes scènes sont avec Louis-José, Michel Côté et Karine Vanasse. Let's go. Ouais, ce qui est très intimidant. Trifecta. Mais en même temps, ils sont J'aurais pas tellement... Ouais, t'as été audacieux. Ils sont tellement gentils que ça va. Mais ce qui arrive, c'est qu'on est dans une espèce de bureau où il n'y a pas beaucoup de chaises. Puis, sincèrement, les chaises sur les plateaux de tournage, c'est rare, là. C'est un prix Nobel au Beach Club, là. Cherche-les puis trouve-les. Ça va être tough. Il arrive qu'il y a 3 chaises. On est 4. Moi, comme je tourne pas beaucoup, parce que je suis le personnage vraiment le moins important, ben, je suis assis. J'ai comme ma chaise. Les gars, Michel et Louis-José, viennent me rejoindre. Puis Karine finit de tourner. Il y a une pause, changement de plan, tout ça. Le cinéma, c'est très long, là, quand ils changent de plan. Ça peut prendre une demi-heure facile. Puis là, je me souviens pas ce qui se passe, mais on jase les 4. On est là. Puis à un moment donné, Karine Vanasse s'étouffe. Mais je me souviens pas qu'est-ce que... Mais elle s'étouffe comme elle tousse. Puis on est comme, oh, OK, ouais. Elle s'étouffe, puis là, elle commence à... Elle a beau être maquillée, sa face commence à changer de peau. Puis là, les 3 gars, là, on a tellement peur de perdre nos chaises. Vous n'êtes pas levé. C'est étrange. On était juste comme... Essaye de respirer. Hey, penche-toi, je pense... Si tu lèves les bras, je pense que ça va aider. Puis là... Incroyable. Là, t'as Michel Côté qui est comme... Elle a l'air d'avoir de la misère. Moi... Là, t'as Louis-José. Louis-José, c'était lui qui a été le plus de classe parce qu'il a quand même... C'était lui le plus proche, fait qu'il a comme donné une petite tape dans le Mets dos. les fesses sur la chaise. Un petit peu. Génial. Puis là, la séance finie, Karine meurt. Non, c'est une joke, réanimation. Non, mais Karine reprend son souffle. Elle sent, ben, tu sais, comme elle est rappelée, tout ça, mais j'attends qu'elle soit pas là pour émettre la remarque suivante qui est wow, les gars, hein, savez-vous, il y a combien de gars qui pour vrai, pourraient, genre, s'arracher le bras ou vendre leur mère pour avoir une chance de sauver Karine Vanasse d'une mort certaine? Puis nous autres, Fuck that. on a vraiment fait « Ma chaise est plus importante C'est extraordinaire. que ça survit. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. » Puis là, j'ai fait « C'est ça le showbiz. » Non, mais... Ouais, c'est ça. J'ai failli être un peu responsable De la mort d'une grande artiste. d'une grande actrice, très gentille au demeurant. Génial. Mais oui, puis en passant, je veux pas reprocher, je veux pas que tout le monde dise Louis-José puis Michel Côté, c'est des trous de cul. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Sincèrement, c'était moi qui les empêchais de se lever parce que j'étais comme, les gars, vos chaises, là. Vos Les gars, chaises, comment? vos chaises. C'est important. Michel, t'es vieux, le reste assis. Oh oui. Ah non, c'était drôle, là. C'était ouais, c'était pas pire. Puis, il y a... OK, c'est sûrement moins drôle que... Mais je veux faire mes preuves ce jour sur ce plateau-là. C'est quand même juste des grands acteurs, là. Fait que la dernière journée de tournage, il y a tous les acteurs, parce que c'est comme la dernière scène finale, c'est comme Fait que tous les acteurs, tous les personnages sont là. Et dans le fond, t'as l'ex de Louis-José, qui est Caroline Davernas, qui revient faire un genre de petit caméo un peu, là, je pense. Mais moi, ce que je décide de faire, parce que je suis un acteur, je décide de créer ma propre histoire
que je crouse l'ex de Louis-José dans le fond pendant. Fait que. On t'a rien demandé, là. On m'a rien demandé. Moi, je suis littéralement un figurant. Là. Je suis à côté du gâteau puis j'applaudis quand il faut applaudir. Là. Mais là, ce qui ressort dans cette scène-là, c'est que vraiment, je suis tout le temps en train de checker Caroline Davernas. Et t'as Caroline Davernas qui est un peu mal à l'aise. Mais je pense qu'elle est mal à l'aise dans la vraie vie parce que c'était pas dans le scénario. Ah, génial! Il y a un gars de 6 pieds 2 qui armate. Qui armate, puis que moi, puis que je vois le douche. Fait que j'accrouse comme silencieusement, comme un douche. Génial. Puis je me souviens que. À un moment donné, cruise comme la fille du décan, tu t'es cruisé. Ouais, ça se rapproche. Ça se rapproche. Puis là, à un moment donné, il y a comme un moment où elle fait. C'est pas fin, mais c'est drôle. Elle me regarde, elle fait. Là, tu joues? Je fais, ben oui, parce qu'elle voyait bien quand les prises, tu sais, je décompressais, puis tout. Là, tu joues, hein? Je fais, ouais. Elle dit, ok, tu joues bien. Tu sais, c'est. J'y crois. Ben, c'est ça. En fait, j'étais fier de moi parce que j'ai fait, oh nice. Ça veut dire quoi? J'ai déstabilisé la star du film. Ben, ouais, en fait, j'ai déstabilisé une autre grande actrice parce que j'étais trop vrai. Mais. Génial. Ouais, c'est ça. Non, c'était le fun, cette expérience-là. Fait que je m'excuse si je l'ai mis, mais elle a compris que c'était un jeu. Ben oui. Mais ouais. J'aimerais quelques trucs que j'aimerais aborder. Moi, je pense que, je sais pas, t'es-tu d'avis que c'est super important au début, jouer tout le temps? Jouer le plus souvent possible? Tu dis oui à tout. Je vais te dire, moi, ma stratégie, là, quand je suis sorti de l'école de l'humour, j'ai eu, Dieu merci, la bourse d'excellence. Yeah. Mes parents n'ont jamais eu au centre de leur vie. Yeah. Ça, c'est la blague dans mon spectacle. Mais, ouais, j'ai eu la bourse. Puis, ça m'a quand même, c'était pas beaucoup, mais ça m'a quand même permis de survivre. On y va. Parce que la raison pour laquelle je dis ça, c'est que j'ai pris la décision, contrairement à ma sortie du conservatoire, de ne pas travailler. De ne pas avoir de job connexe après l'école de l'humour. Il y a deux choses. D'abord, j'ai eu la bourse qui m'a aidé, puis j'ai eu des parents qui comprenaient. Ce qui est, comme tu disais quand tu parlais de l'argent, c'est mine de rien, c'est un facteur. Mais la raison pour laquelle je disais j'ai fait ça, c'est parce que le 25$ pour aller jouer à Trois-Rivières, là, il y a un moment donné où tu n'as plus le goût. Mais il y a un moment donné où ce 25$-là, c'est la différence dans ta fin de mois. Ouais. Puis oui, faut dire oui à tout. N'importe. Peu importe, mais pas. Tu sais, mon premier spectacle, j'ai quand même fait devant un singe qui a le sida qui se crossait, là. Ça, on va y revenir une autre fois. Mais c'est la meilleure affaire de tous les temps. Ça, c'est un autre épisode. Ça, c'est un épisode qui va être au complet là-dessus. Parce que c'est trop extraordinaire. Mon premier spectacle où j'ai été payé comme un humoriste. C'est extraordinaire. Ça, on va y revenir. Un singe qui a le sida. C'est la meilleure affaire de tous les temps. Ben, à ce jour, j'ai pas entendu beaucoup de premières expériences scéniques qui s'apparentaient à ça. C'est la meilleure affaire. Ouais. Un autre épisode. Ouais. J'ai mis en faillite aussi un centre au complet à cause de... Mon premier spectacle, le pire, c'est qu'en sortant, j'ai fait... Non, c'était le fun. C'était le fun. Ça s'est bien passé, mine de rien. Mais ouais, dis oui à tout. Ça serait quoi les trucs pour être... Parce qu'il y a bien des gens qui font « Ouais, je veux dire oui à tout ». Le problème, c'est pas moi qui dis oui, c'est les autres qui disent non. Hein? Comment je fais pour être booké? Ben, tu dis oui aux gens qui te l'offrent, premièrement. Oui, personne ne l'offre au début. Tu commences. Ben, moi, j'aime beaucoup l'idée de... Je pense que l'idée de la communauté, là, comme dans la moto un peu. Ouais. Il y a une communauté moto. Ouais, vol des épiceries. Non, mais moi, voici une fois, il y a un gars, j'ai une anecdote géniale. Parce que moi, il faut pas oublier que j'ai commencé à faire du stand-up il y a pas longtemps. Fait que j'ai fait des open mic à Québec. Ouais. Je le dis parce que les open mic à Québec, c'est spécial. J'ai jamais fait. Ben, je te le souhaite. Parce que c'est plus drôle que n'importe quoi. Et une fois, je fais l'open mic, puis un gars de Québec qui est particulièrement un gars de Québec. Okay. Dans tous les mauvais sens du terme. Comme nous, toi et moi, on est tous qui est méprisable de Montréal. Ouais. Ouais, l'autre fois, j'étais au McDo à Saint-Rémy, là. J'ai commandé un McMuffin extra tomate et sans viande et sans maillot. Je sentais, là. Ouais, tu sentais le gars de Montréal qu'on peut se passer. Je sentais la pique. Et en fait, je me sentais dans les années de terreur de la Révolution. J'ai fait c'est comme ça que les nobles se sentaient. Pas en train de dire que je suis un aristocrate, mais genre... Un peu. Faire chier le peuple, là. Ouais. C'est ça que je suis en train de faire à 100% avec mes petites demandes. Ouais, prends un Big Mac comme tout le monde, puis ouais. Ouais, c'est ça. Il me dit ouais, moi j'ai le goût de venir à Montréal, mais il y a de quoi qui me fait hésiter. Je fais hey, c'est quoi? Dis-moi là, gars, que je m'en calisse. C'est trop peur de lécher le cul à tout le monde. Si tu lèches le cul à personne, tu joues pas. Il voulait lécher des. Moi, je suis pas un lécher de cul, moi. Ben. Puis pour lui, lécher un cul, c'est juste d'être gentil, puis d'être à l'écoute. Et c'est un truc, vous voulez jouer? Soyez juste le fun et gentil. Vous allez voir à quel point des gens vont vous aider comme ça. Et conseil pas rapport, mais quoique c'est un plus, un peu comme des connexions parentales.
si tu as accès à un véhicule quand tu commences, c'est un plus, mine de rien. Ouais, des fois, tu vas avoir des gigs juste parce que t'as un char. Des fois, ouais. Moi, ça m'est arrivé que j'ai eu des gigs juste parce que j'avais un char. Ou j'avais accès à un char. Ouais, et c'est, à mon avis, pour se faire... C'est pas juste à mon avis. Pour se faire booker, il y a 2 trucs. Aller à des soirées d'humour. Puis aller dans la loge, puis serrer des mains, puis dire t'es humoriste, puis t'es intéressé par jouer. Ouais. Parce que des fois, moi, je me rappelle quand j'avais une soirée, des fois, je faisais jouer du monde juste parce que, il est venu il y a 2 semaines, alors son nom est dans ma tête, fait qu'il va jouer cette semaine. On n'est pas paresseux, humoristes. Et aussi, faut que tu ailles Facebook et Instagram, parce que c'est comme ça que tu te fais booker, c'est en demandant sur Facebook et Instagram. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais tout le monde a Facebook et Instagram aujourd'hui, pas mal, là, je pense. Mais mon point, c'est n'hésite pas à contacter les gens. N'hésite pas à contacter. Sois gentil, sois poli. Fais-le pas à 2h30 du matin. Oui, puis dis oui à... Ouais, puis pas d'en faire non plus de... je sais pas, de la marchandisation, d'une affaire de comme... si tu me bookes, t'auras pas si... Ou en tout cas, tu sais... Ça, c'est fucked up. Voici aussi un truc que j'aime. C'est pas... Moi, à mes yeux, quand je bookais et j'animais, que tu rentres ou pas, à mes yeux, c'était pas si grave que ça. Voici ce qui était important pour moi. Le travail, le respect. Non, parce que j'ai pas ça. Fait que je peux pas l'exiger des autres. Ne sois pas trop lourd. Moi, je peux l'être. Ne sois pas trop lourd. Fais ton temps. Et aussi, si tu peux amener du monde, c'est un plus. Alors, un truc, je peux comprendre le réflexe de je vais envoyer mes textes à un animateur ou je vais envoyer une vidéo. Personne n'a envie de lire tes textes. Personne n'a envie de voir tes vidéos tourner tout croche. Cependant, si tu dis, hey, s'il te plaît, viens, je peux t'aider avec la promo, je vais le mettre sur mon Facebook. Si, mettons, tu fais une soirée d'humour puis tu partages la soirée, t'encourages mon avenir. Même si personne vient, je respecte ça. Ouais. Tu m'encourages. C'est tough amener du monde dans une salle de spectacle puis tu m'as aidé, je vais m'en souvenir. Si en plus tu respectes ton temps puis t'es cool, je vais m'en souvenir doublement. Alors fais ça. Et si tu peux amener du monde. Moi, je ferais ça en disant, en passant, si tu m'invites s'il te plaît, book-moi. Moi, j'ai 3 amis, là. Ils viennent tout le temps avec moi. Mais la rumeur, c'est que c'est comme ça que Sugar Sammy a commencé à son époque. C'est qu'il y avait des... à l'époque, c'était même pas Facebook. Apparemment, la rumeur, c'était que c'était MySpace. MySpace ou genre des courriels, carrément. Puis il y avait comme 8000 personnes. Puis il se disait, hey, s'il y a même juste 1% de gens qui viennent, c'est quand même 80 personnes. Let's go. Brillant. C'est ça la légende de Sugar Sammy. Puisque faut que tu te mettes à la... Je pense que au début, quand tu commences, tu vois le stand-up comme ça. Tout ce qui compte, c'est le spectacle. Ouais. Ce qui compte, c'est que le spectacle aille bien. Pour ceux qui organisent le spectacle, ils s'en foutent un peu de comment le spectacle va. C'est vraiment, est-ce qu'il y a des gens dans ma salle? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens le fun? Puis est-ce qu'il y a du monde qui voit le spectacle? C'est quelqu'un qui a annulé 20 minutes avant le début du spectacle aussi? Je connais personne qui fait ça. Non, du monde qui annule 24 heures d'avant? J'ai animé pendant 1 an, ça m'est jamais arrivé. Moi, j'ai déjà remplacé souvent du monde qui... je peux pas venir finalement à soir. Ça m'est souvent arrivé, ça. Ça m'arrivait pas. Je suis chanceux. Puis je vais le mentionner. Si tu peux... T'as un petit projet web. Juste que t'as un petit projet web, le monde va se dire, moi, il essaye. Puis moi, j'aime ça, encourager du monde qui essaye. Puis des fois, ils vont juste se dire, il y a un podcast, il doit être drôle. Ouais. C'est une fausse équation, mais ça aide. Ouais. Non, mais c'est vrai. Un podcast, tu peux juste faire des vlogs avec ta face. Il y a plein de jeunes humoristes qui font ça. Ils font des vlogs. Puis tu te dis, il fait quelque chose. C'est ça. OK. En fait, le plus important, c'est ça, c'est de faire quelque chose. Tout à fait. Ouais, faire quelque chose. Je pense que c'est ça. En tout cas, moi, je me suis mis dans une position où, pour citer Eminem, success is my only motherfucking option. Let's go. Failure's not. Mama love you, but destroy. Tu sais, tout ça, là, je l'ai tatoué, man. Tout ici, là. Et aussi, ça aide d'être beau. Je pense que être beau, c'est quelque chose qui peut propulser ta carrière. Mais tu fais que ça t'a aidé? J'espérais que tu parles pas de moi parce que je pense... Non. Quand je vais te dire, t'es plus beau que M. Bocoté, mais tu dégages moins de sexualité. Ça te décrit bien. Ça devrait être ça. Je suis plus mon beau épitaphe? Ouais, pas ton épitaphe. Sur ma tombe, il était plus beau que Mathieu Bocoté, mais dégageait moins. Ça devrait être tout le temps comme ça que tu te présentes. Mon LinkedIn, mettons? Ouais, mon LinkedIn. Je suis plus beau que Mathieu Bocoté, mais je dois l'admettre, je dégage moins d'érotisme. Je sais pas. Mais ça, je suis d'accord avec la deuxième portion. Mais tu vois, moi, j'estime que Mathieu Bocoté ne dégage pas d'érotisme. Puis je suis d'accord avec le fait que je dégage encore moins d'érotisme que quelqu'un que j'estime. Tu dégages beaucoup d'érotisme. Pas autant que Mathieu Bocoté parce que c'est impossible de topper ça. Mais tu en dégages beaucoup. Impossible. Impossible. Fait que Brad Pitt,
Brad Pitt et Mathieu Bock-Côté, pour toi, Mathieu Bock-Côté top, il bat Brad Pitt. On réfléchit. Moi, je vais te dire qui top pas Mathieu Bock-Côté, peu importe. Je t'écoute. Ryan Gosling. J'ai une grande théorie sur Ryan Gosling. Pitch. Ryan Gosling, d'après moi, ne choisit ses rôles que pour incarner certains fantasmes féminins. Dans tous ses films, il correspond à un fantasme féminin. Comme? La La Land, où il joue le jazzman un peu indie, mais tu sais, comme qui est pas prêt à rien céder pour l'amour de l'art et la passion. Mais en même temps, il a un char parfait. Mais en même temps, il danse super bien. Mais en même temps, C'est toi. sa blonde... Tu décris toi. Ce qui est faux, ce qui est pas faux, mais en même temps, tu sais, sa blonde, le chum parfait, dans le fond. Oh, amour impossible, mais tu sais, on va s'aimer dans l'éternité, la fiction. Après ça, The Notebook, totalement. Le gars de campagne qui est manuel. Ouais, puis en même temps, très romantique. Romantique, tu sais, je t'écris des lettres à tous les jours. C'est ça. Ça aussi, Bon, c'est un peu Je moi. te construis une maison avant qu'on fasse l'amour. Ça, c'est pas moi, mais si j'avais les capacités... Je serais jamais dans une maison que tu as construite. Non, il faut pas. Une cabane dans l'arbre, c'est pas bon. Mais je lirais tes lettres. Que tu Oui, c'est m'envoies. ça. Après ça, Place Beyond the Pines. Genre de gars de motocross, tatou d'en face, tatou de prison, porte un t-shirt Metallica, pantalon de cuir, vole des banques, bad boy. En même temps, c'est pour sauver son bébé. Ouais. Ou Drive hipster criminel. Drive hipster criminel, mais très romantique en même temps. Toujours romantique. Toujours romantique, Ryan. Alf Nelson, il joue le gentil professeur toxicomane. C'est ça. Le toxicomane, c'est très populaire chez les femmes en passant. C'est un truc, si vous voulez coucher avec des filles, développer un problème de Je toxicomanie. pense pas que c'est un bon truc à... Mais ça marche. Mais je cautionne pas ça. Mais là, ça comme marche. truc. Non, mais c'est pas un bon truc. Ça a marché pour moi dans ma Moi, je pense aller au gym puis c'est avoir une vie saine, c'est Ah, non, tu veux avoir des filles, va pas au gym, fais de la coke, tu vas bien plus de bon. filles. Non, faut pas dire ça. Mais c'est vrai. Mais Pour ça qu'il non. faut pas le dire, c'est parce que c'est une. Non, mais... Il y a des femmes qui adorent aider. Ouais, ben, Je OK. pense que ça va être des bonnes relations. Ça sera pas sain, mais ça va être vraiment bon. Mais c'est... Ben, OK. Crazy Stupid Love, mettons, il fait le douche, player, nanana, mais en même temps, il est fracturé par la perte de son père, puis, Ouais. tu sais, il devient un peu une figure... il devient le genre idéal. Je te dis, tout ce qu'il fait, J'aime tout ce que tu dis. Je suis d'accord avec ce que tu c'est dis. pour incarner un fantasme féminin. J'ai un petit bémol. C'est quoi? Il me semble tous les gens beaux ont le potentiel Mais il est pas d'incarner. beau, Ryan Gosling. Oh, Steph aussi pense ça. Il est pas beau. Mais quand même. Il a quand même l'air d'un gars... Ah, j'ai de quoi rajouter. Il a quand même ton- l'air d'une figurine qui est un peu dégonflée au J'ai de quoi soleil. rajouter dans ces trucs de fantasme. Le plus grand fantasme, c'est dans Blade Runner. Il joue un robot, fait qu'il joue un vibrateur. Ouais, ben tu vois, exactement. C'est quand même cool. Là, t'es fier de toi, hein? Oui. T'es très fier de toi, hein? C'est une belle analogie que t'es fier. Elle a zéro rapport au film. Mais C'est un robot. Ben, Michael Fassbender dans Prometheus, J'ai pas vu ce film-là. ben, c'est un robot. Total, là. Lui, c'est l'autre fantasme. Bref. Ben oui, lui Fassbender, lui, tu connais dans l'histoire de Fassbender à l'école de théâtre? Je t'écoute. C'est mon histoire préférée. Moi qui pensais que j'avais eu une école de marde, d'école de théâtre de marde, j'ai trouvé pire. Alors, Michael Fassbender, c'est une légende. C'est une légende. Fait que, je sais pas à quel point, mais je sais que ce qui est vrai, c'est qu'ils se sont côtoyés. La légende dit qu'ils étaient dans la même classe. Alors, ils vont à l'école de théâtre à Londres, je me souviens pas c'est laquelle. Une grande école. La Theater School Mais je pense que c'était la LADMA. of Wasp. Mais je pense que c'était la LADMA, là, genre la Ok. London Academy of Dramatic Art, une affaire de même. D'accord. Dans le groupe, la légende dit qu'il y a 3 gars. 3 gars. Il y a Michael Fassbender, un autre gars et Tom Hardy. Yeah. Il y a 3 gars, il y a genre 7 filles. Premièrement, il y a beaucoup de ben, je me mets à la place d'une fille dans cette classe-là. Ça devait pas être désagréable de faire des poids et des contrepoids avec Michael Fassbender ou Tom Hardy. Je comprends. Même moi, je serais content. Let's go. Mais moi, je me mets à la place du 3e gars. Ouais. Tes 2 camarades, là. Ouais. Tu te partages des rôles entre Fassbender et Tom Hardy. T'imagines-tu rough. à quel point tu passes dans le beurre, mettons, là? J'y souhaite d'être homosexuel. Non, mais moi, j'y souhaite juste que... Non, mais ta carrière d'acteur est terminée avant même... Tu rentres dans le cours, t'as fait fuck. C'est fini, là. Je comprends. T'as pas l'attention de personne. Personne. Et lui a vécu une pire école que la mienne, c'est sûr. On et le salue. certain. Je sais pas c'est qui, mais il y a une histoire que Fassbender, il jouait un rôle en personnage, un personnage en chaise roulante, apparemment, puis qu'il a été dans l'école en chaise roulante tout le long de la préparation du spectacle, puis qu'il montait les escaliers, même s'il n'y avait pas de... avec, genre, entraînant sa chaise roulante en rampant, puis tout le monde était comme...
Ouais, Mike, c'est un peu intense. Ta gueule! Comme il était fucking agressif parce que les gens, ils acceptaient pas que les gens acceptent le. Oui, mais il était désagréable. Il était Mais je désagréable. pense que globalement, c'était ça le concept. Tom Hardy était plus cool, mais je pense que justement, il y avait peut-être des problèmes de toxicomanie un peu plus intenses que Michael. Je comprends. Mais globalement, Tu préfères le toxicomane que le gars qui monte des escaliers. ouais, mais avec une chaise fondamentalement, roulante. je suis plus le gars qui monte des escaliers en rampant que le toxicomane. Je comprends. Moi, c'est plus ça mon école. Je comprends. Moi, c'est- je suis le troisième gars qui couche avec moi, je suis personne. le gars qui met mal à l'aise Caroline Davernas parce qu'il est trop dans son personnage. Aurais-tu une dernière note pour commencer du stand-up? Pour ceux qui commencent, pour ceux qui écoutent des podcasts, pour avoir le plus d'informations sur le milieu de Mais l'humour. j'ai pas rapport parce que T'as un super rapport, c'est brillant. Non, ce qui est cool, c'est entendre Martin Matt, Lou José, Yvon Deschamps raconter. Sais-tu quoi? Quoi? Voici pourquoi. Il y a un humoriste qui avait dit ça, que j'ai trouvé ça génial, qui s'appelle Ned Burgadi, qui disait quand tu commences, c'est super important d'avoir quelqu'un qui est un petit peu au-dessus de toi, puis en dessous de toi. Mais mettons, il disait Martin Matt, il peut pas t'aider parce que Martin Matt, il sait plus c'est quoi commencer. Ah. Surtout pas en 2020. Dans cette décennie-là, il sait pas. Ouais, moi, j'écoute Last Chance You, tu sais. Fait que je sais c'est quoi commencer. Tu sais, il sait pas c'est quoi, mais alors. Moi, j'écoute les documentaires c'est beaucoup plus ESPN. Fait que C'est beaucoup plus intéressant à voir ton point de vue que celui que Martin Matt, parce que Martin Matt, ça, quand même pas, là. à ce niveau-là, oui, parce qu'il ne sait pas. Je pense qu'il sait beaucoup. Ben, il sait plein de choses, mais il sait pas comment. Tu lui dis comment je commence, puis il fait, ben, il écrit des numéros, fait du mieux que tu peux. Ouais, mais commence. Moi, je dis toujours comme écoute le plus d'humour que tu peux. Peu importe. Le plus. Parce que tu vas trouver quelque chose qui t'anime là-dedans. Mm-hmm. Quelque chose qui va t'inspirer. Donc, peut-être que tu vas vouloir reproduire un peu trop collé au début. Mm-hmm. Mais moi, c'est mon seul conseil. Quelqu'un qui veut commencer à faire de l'humour, fais juste en consommer au maximum. Puis ce qui est très le fun, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes ont des dizaines et des dizaines de spectacles qui sont généralement très, très bons. Même juste YouTube, c'est très riche. YouTube est très riche. Tu vois, là, ces temps-ci, je m'intéresse beaucoup au stand-up africain. It's cool. Il y a comme un... Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est comme un gars de 26 ans qui a l'air d'un enfant qui fait des jokes au Bénin. Je pense qu'il est béninois. It's cool. Je l'aime beaucoup. Il me fait beaucoup rire. Très hot. Fait que j'essaie de m'intéresser à la scène du stand-up béninois. Moi, j'aurais un. Ça, c'est un conseil que je donne. Regarde ce qui se passe. Ouais, regarde ce qui se passe en Afrique, dans des pays que tu n'as jamais entendu parler. C'est là la clé. Moi, j'aurais. Je pense que voici ce que j'avance. Va dans des shows d'humour. Ouais. C'est là que tu vas voir de l'humour. Ça, c'est vrai. Le reste du temps, informe-toi sur d'autres choses. Ouais. Écoute des documentaires. Ah oui. Lis. Oui. Informe-toi sur le monde. Oui. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui fait juste regarder de l'humour puis qui a juste un regard sur l'humour puis qui s'adresse juste Ouais. aux humoristes d'un loge. Puis, il n'y a rien de pire, là, si tu me permets. Là. Ça, c'est vrai, la culture, se cultiver. Là, Ouais. je trouve ça très important. Mais, parce que moi, il n'y a rien de pire que les clichés d'humoristes. Mais il y a encore pire que ça. Enfin, c'est complètement contradictoire ce que je veux dire. Il y a rien qui me fait plus chier que les clichés sur les humoristes, incultes, russes, blablabla. Mais il n'y a rien qui me fait plus de peine qu'un cliché qui est vrai. Genre, quand tu confirmes un cliché, là, soit pas un cliché puis confirme-le pas, déjoue les clichés. Ça, c'est un conseil. Donc, cultive-toi, informe-toi, ouvre l'esprit. Ça, c'est des trucs que je dirais quand tu commences, c'est ultra important. Parce que quand tu commences... Toute ta carrière. Toute ta carrière. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas dire, tu sais pas comment tu vas le dire. Fait que Des humoristes qui ont des numéros sur hey, je m'en vais. Moi et mes amis, on s'en allait à Québec sur la 10. Puis tu fais personne vit ça, à part des humoristes qui font un choix à Québec. C'est Ouais. pas quelque chose, pas une réalité. ben, Michel Grenier avait une théorie sur les jokes d'aéroport. Il dit les humoristes devraient plus faire de jokes d'aéroport parce qu'il dit c'est trop quelque chose. C'est comme tout le monde a son bit d'avion, d'aéroport en humour, ce qui est quand même vrai. Là, j'échappe même pas à la règle. Fait que. Mais c'est vrai, comme il faut déjouer ces codes-là un peu, moi je trouve. C'est ça qui est important. Et il faut jamais que tu oublies que tu as une vie parallèle aux gens qui viennent te voir. Alors, si tu parles de ton quotidien d'humoriste, t'es mieux d'être super original parce que tu vas peut-être pas les rejoindre parce qu'ils savent pas c'est quoi à rien faire de sa journée. Ah ouais. Puis il y a une autre affaire, mais ça, je pense que ça prend de la sagesse ou de la confiance ou les deux. Mais à moins, là, puis je vois même pas, là, à moins que ce soit un show de la Saint-Jean, un moment fatidique socialement, là,
le numéro là, de 7 minutes que t'as fait puis que tu t'es planté royalement, là, je te garantis que 3 heures plus tard, t'es le seul à y penser. Ah, tellement. Il y a peut-être encore des gens qui vont faire « Ouais, c'était pas bon », mais 24 heures plus tard, tu vas être le seul à y penser. T'as tellement raison. Fait que sers-toi de cette idée-là, sers-toi de la douleur pour l'améliorer, Ouais. mais c'est pas la fin du monde non plus. Tu sais, quand on disait c'est pas la fin du monde, ouais. Ça, c'est vrai. Mes chroniques radio, mettons, le vendredi, des fois, sont moins bonnes, là. Puis je me souviens, à un moment donné, pertinemment, je suis allé dans un commerce. Là, je suis comme, tout le monde me juge en ce moment. Tu sais, genre, tout le monde me trouve pourri. Puis je suis, hey, oh, t'as fait un truc de 4 minutes et demie à 8h54. À 9h12, c'était oublié par tout le monde. Mm-hmm. Comme, faut pas oublier ça. Ça veut pas dire d'être sloppy puis de botcher. Ça veut juste dire relativise quand t'es face à l'échec. C'est brillant. Et finalement, tout ce que j'ai besoin de dire, c'est ce que j'ai envie de dire plutôt, c'est de la création. C'est agréable, c'est du plaisir. C'est avant tout connecter avec des étrangers puis essayer de leur faire jouer, de leur faire vivre de la joie. C'est ça l'humour. Si on va au fond, là, tu veux faire vivre de la joie. Tu veux faire triper du monde que tu connais pas puis ensuite sortir de leur vie pour qu'ils puissent continuer à leur. Alors... Mais toi, t'es-tu de l'école, genre, faut que l'humoriste dise quelque chose ou tu peux ne rien dire? J'ai pas d'école. T'as pas d'école? Ça dépend de comment tu te sens. Je trouve que toujours rien dire, il y a un problème. Puis tout le temps, être persuadé que tu as besoin de dire des messages. Parce que moi, ce que je trouve particulier, c'est que ça me fait toujours rire des humoristes qui vont jouer des messages quand... les gens qui viennent nous voir, c'est grâce à eux que la société fonctionne et c'est grâce à eux si on peut avoir ce luxe-là de vivre une vie parallèle d'artiste. C'est particulier de dire à des infirmières qui accompagnent les gens dans la maladie, elle m'a dire un message, puis la société... Non, elle a vraiment un impact sur la société, à l'aide du monde pour vrai. Fait que c'est vraiment correct prendre quelqu'un qui voit la maladie, voit la mort, voit le deuil, puis faire penser à autre chose. C'est tout à fait noble. Mais ça, c'est une pensée brechtienne, là, j'aime beaucoup. C'est la première fois que j'entends ce nom-là, puis j'ai hâte que tu m'en parles. Bertolt Brecht? Voilà, moi, je crois à ça. Je crois vraiment que des fois, notre rôle, c'est d'aider des citoyens, c'est d'aider des gens qui font des vrais métiers. Et nous, notre métier, il est un peu parallèle à la société, puis c'est bien correct. Il ne faut pas non plus se prendre trop au sérieux, parce que les gens qui nous regardent, eux, leur vie est sérieuse et leur vie a un impact sur les autres, pas nous. Il y a une professeure au conservatoire qui disait, tu sais, oublie jamais que notre vie, nous, on n'a jamais arrêté d'être le pirate ou la princesse dans le sous-sol. Mm-hmm. C'est vrai. Je suis d'accord. On n'a jamais arrêté de jouer. Je suis d'accord. On est dans le jeu. On comble les moments où les gens ne font pas leur travail. Je suis d'accord. C'est important, ça aussi, d'en tenir compte des fois. Voilà. C'est pour ça. Mais, et juste avant de finir, j'aimerais mentionner que... on est commandité par Dior. Ouais, on est commandité par Dior. Ouais. Et les Peter Jackson. Non. C'est important. Peut-être aussi rajouter une compagnie d'auto, je pense, pour nos déplacements à travers la province. On a été commandité par Aston Martin, il me semble. Aston Martin nous envoie de l'argent. Non, et des véhicules. Des chars. Et des véhicules. Et de l'argent. Nico, on le donne à Nico. Ouais, c'est ça. Et sans oublier aussi les bombardiers. Les bombardiers, c'est quoi déjà, là, les jets privés de bombardiers? C'est ça, nous commandite. Les Global Express 450 aussi, une belle commandite de la part de Bombardier. Et aussi, on est commandité par le Cactus, qui est une piquerie au centre-ville de Montréal. Si jamais vous avez un problème d'héroïne, c'est une passe, c'est rough. Faites pas ça dans le métro sous un pont. Allez au Cactus. Ils vont donner des seringues propres. Alors, le Cactus commandite cet épisode sur l'humour. Toute la noblesse que j'ai, c'est impossible que Bombardier s'associe à nous à partir. Ouais, c'est l'inverse, vous êtes contre... Non, c'est pas ça. C'est juste que la clientèle de Bombardier fait en sorte qu'ils achètent des Global Express. Il y a plein de gens riches héroïnomanes. Ça coûte cher, l'héroïne. C'est vrai. D'ailleurs, Keith Richards en parle dans son excellente autobiographie. Les Rolling Stones, c'est un gros sujet, ça. Et l'héroïne. C'est tous des sujets qu'on va aborder dans les prochains épisodes. Merci de nous écouter. Merci de nous suivre. Phil, je t'aime. Mais merci. Ça a duré combien de temps? Aucune idée. OK. Je pense que c'est genre 2h30.